Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 30e numéro de la saison 2 du Bistrot d'Allez le LOSC, l'émission réalisée par les supporters du LOSC et notamment le site Allez le LOSC et les docs du net, pour les supporters du LOSC qui revient chaque semaine sur l'actualité de notre club favori. Au sommaire cette semaine, nous reviendrons bien sûr sur le Derby du Nord, donc sur ce sinistre week-end. Derby giflé comme jamais, comme dirait la chanson. Et ensuite, nous essaierons d'aller voir un peu plus loin et de voir les deux échéances de cette semaine, Reims et Strasbourg. Que faut-il en attendre ? Nous devons avoir comme invité ce soir Rémi Serpeau, que nous avons déjà reçu au bistrot d'Allez le LOSC, qui est supporter lensois et arbitre, qui avait notamment défrayé la chronique à son insu en recevant un projectile sous forme de siège au derby aller. Il n'est pas encore arrivé, donc Rémi, si tu nous écoutes, n'hésite pas à te connecter, on t'accueillera bien évidemment en cours d'émission. Pour évoquer cette actualité, vous avez donc les piliers du bistrot qui sont présents ce soir. Donc, on va commencer par vous présenter, je ne sais pas s'il faut encore vous le présenter, à notre supporter du Dunkerquois, Georges. Bonsoir, Georges. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Il est là également avec son maillot du LOSC derrière lui. Julien des Dogs de Paris. Bonsoir Julien. Bonsoir à toutes et tous. C'est important de rappeler qu'on a été champion, d'où le maillot. Il n'a pas de maillot derrière lui, mais il a beaucoup de choses à dire pour son retour dans le bistrot d'Allez le LOSC. Bonsoir Gildas. Bonsoir François, bonsoir à tous et à tous les auditeurs. Et lui, il a mis son maillot rouge. Il est Monsieur Big Data, lui aussi, avec son maillot champion de France. Il nous accompagne ce soir, c'est Baptiste de la page Breaking Dogs. Bonsoir Baptiste. Bonsoir François, bonsoir à tous. Alors, cette semaine, pour l'instant, il n'y aura pas de questions à la con, parce qu'elle était destinée effectivement à notre ami Rémi, et donc je la garde pour peut-être tout à l'heure ou pour la prochaine fois. Je vous rappelle que vous pouvez intervenir en direct sur les réseaux sociaux à travers la messagerie de la page Facebook du Bistrot d'Allez le LOSC. Vous pouvez voir cette émission également sur le groupe Allez le LOSC et vous aurez l'occasion de voir le replay à partir de demain matin sur la chaîne YouTube du Bistrot à laquelle je vous invite de vous abonner et bien sûr liker nos différents médias, partagez, transmettez la bonne parole du Bistrot d'Allez le LOSC. Alors, je vous rappelle également que nous avons chaque semaine un jeu pour gagner 2 places. Alors, cette semaine, ce sera pour le match de Strasbourg. Donc, c'est samedi, je crois que je ne dis pas de bêtises. Dimanche. C'est dimanche. Dimanche. C'est dimanche. 17h. Je dis des bêtises. C'est dimanche à 17h. Donc, si vous ne savez pas quoi faire dimanche à 17h, si vous n'avez pas de place pour le match de Strasbourg, je vous invite à répondre à notre concours dans le courant de l'émission. Une question qui va être très technique cette semaine, je vous l'assure. Je vous propose de rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc derby, giflé comme jamais, un derby. Alors je laisserai Baptiste nous parler statistiques, hein, c'est sa spécialité. Un derby qui a marqué finalement les supporters, hein, donc un week-end catastrophique pour le LOSC, d'autant plus que on va le dire tout de suite, on va saluer les filles qui ont également perdu un match coup près donc contre Metz à domicile et qui fait plus que les freiner dans la course à l'accession. Je crois qu'ils ont maintenant 5 points de retard sur le leader nantais. Ça va être extrêmement compliqué, donc il reste 3 matchs, 4 matchs. Mais, ouais, elles se sont bien battues. Moi, j'étais au match. Elles se sont bien battues. Elles ont montré des belles valeurs. Donc là, pour le coup, on peut être fier. La seule problématique, c'est que c'est ce que nous a expliqué
Patrick Robert et Rachel la fois dernière, c'est que tu as 2 poules en D2 avec une seule montée. Donc, c'est extrêmement difficile de monter puisqu'il n'y en a qu'une seule. Et là, oui, on est un peu loin. Il faudrait vraiment un alignement des planètes extraordinaire pour que les filles parviennent à monter. En tout cas, le prochain match des filles à domicile, c'est le 8 mai. Le 8 mai, et puis je vous invite tous à vous y rendre pour les saluer leur travail de cette année, même si malheureusement il est fort possible que ça n'aboutit pas à une montée en première division. Alors je vous propose… Peut-être juste, Oui. préciser des petits éléments logistiques et qui sont importants, c'est que d'une part, là les derniers matchs, a priori, se passeront à Luchin. On est sur des jours où on peut rentrer à Luchin. Donc, vous rentrez en voiture, vous allez vous garer dans Luchin. Donc, c'est vraiment extrêmement facile. Et là, un jour comme dimanche, plein soleil, on était super bien. Les filles se bagarrent. Franchement, après la défaite de la veille, ça faisait du bien de les voir se défoncer. Bon, écoute, merci de ces conseils. Donc, ceci étant précisé, donc, et sachant qu'on sera donc très nombreux au dernier match des filles, je vous propose de passer donc à notre première partie de l'émission. Derby, giflé comme jamais. Alors, on va commencer par Baptiste, c'était promis. Est-ce que tu as quelques stats à nous donner sur ce match? Et puis, tu enchaîneras après sur ton avis général, finalement, sur le match, comment tu l'as ressenti. Bien sûr, alors on va commencer comme d'habitude par les statistiques et donc les tirs. Il y a eu 17 tirs du côté du LOSC, 11 pour Lens, mais Lens a été beaucoup plus opérationnel, stratégique, hein, avec 7 tirs cadrés, alors que Lille en a malheureusement cadré que 5. C'est malheureux au niveau de la possession, c'est 56% pour Lille, 44% pour Lens. Et la statistique qui me saute aux yeux, c'est le nombre de corners. Alors, 7 pour Lens, qui a amené notamment le premier but, mais c'est surtout 13 corners lillois. Et je ne vais pas vous dire de bêtises que sur ces 13 corners lillois, peut-être un seul, si ce n'est zéro, n'ont abouti à une grosse occasion. Et c'est le problème au niveau des corners et des coups de pied arrêtés. Le match est vraiment joué là-dessus. C'est sur des centres. On avait énormément de centres qui venaient du côté gauche, notamment dans les 30 dernières minutes. Même en deuxième mi-temps, on avait le pied sur le ballon et on faisait que centrer. Et il n'y avait jamais personne. Si ce n'est Amadou Onana qu'on a décidé de mettre en pointe et qui n'a pas énormément touché de ballon. Et c'est le problème aujourd'hui, c'est que Lille a joué face à Lens en deuxième mi-temps, du moins, sur la capacité à centrer. On a eu énormément de mal à mettre une tête, à conclure, avec vraiment un seul buteur qui était Amadou Onana. Ensuite, sur ce match, je vais laisser mes coéquipiers parler, mais pour moi, c'est une défaite, je veux dire, encourageante, presque, parce qu'on est vraiment sur une fin de cycle LOSC. Ça va nous permettre de pouvoir faire jouer ceux qui seront là l'année prochaine, de dire à ceux qui ne seront plus là l'année prochaine, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, bah, merci. Merci les gars, mais à un moment, voilà, je vais dire, faut mouiller le maillot. Donc, merci et au revoir. Et donc, ça va permettre, voilà, pourquoi pas à Jocelyn Gourvenec, si c'est l'entraîneur, ou à d'autres, derrière, de créer une nouvelle dynamique, parce que je pense que la place à l'Europe est fichue, donc ça leur permettra de préparer au mieux la saison prochaine. Baptiste est gourmand parce qu'il évoque en une seule intervention à la fois la première et à la fois la deuxième partie de l'émission. Mais tu auras l'occasion de nous rappeler ton sentiment tout à l'heure. Moi, je voudrais juste revenir sur une stat que j'ai développée notamment hier sur le débrief que je faisais donc, sur une radio régionale. Et en fait, on a 17 tirs pour Lille, on en a 5 cadrés. Ça veut dire que 29% des tirs sont cadrés, alors qu'à Lens, il y avait seulement 11 tirs, mais 7 cadrés. Le taux de cadrage des tirs est de 63%. Ça explique et merci à beaucoup de Jardim. choses. Et Jardim, effectivement, qui fait 2-3 arrêts de bonne facture et qui peut pas grand-chose d'ailleurs sur les 2 buts encaissés, notamment sur le deuxième. On voit qu'il plonge du bon côté, mais le ballon est détourné, donc il part de l'autre. En fait, il avait bien anticipé, mais malheureusement, il est victime de l'assistance de José Fonte sur le but lensois. Alors, qui veut commencer? Gildas, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu. Comment tu peux nous résumer ce derby que tu as vu au stade, je pense? Oui, j'étais au stade. Bah, déjà, c'est dommage parce que je trouvais que le public était bien chaud dès le départ. Il y avait vraiment une belle ambiance et les supporters étaient vraiment tous revanchards.
Ben, écoute, je donne mon sentiment général ou plus l'analyse Oui, sentiment général. Alors, après, on passera dans un deuxième Ouais. tour de table sur les tops et les flops. Et Hmm. puis après, on essaiera de voir finalement globalement à qui on peut imputer finalement la responsabilité de la défaite. D'accord. Alors, bah, je dirais tout simplement que c'est le juste verdict de nos insuffisances. Insuffisance défensive, hein, beaucoup les errements habituels, pas de pressing. Je crois qu'on a laissé les Lensois parfois remonter tranquillement sur 30-40 mètres, en deux passes, casser nos lignes, et notre milieu de terrain a été régulièrement bouffé. Et puis, ben, moi, je le dis, je le disais depuis longtemps, c'est quand on n'a pas de projet de jeu, quand on a une animation offensive brinque-ballante, quand on ne sait pas si on est une équipe de possession, de contre ou de pressing ou de contre-pressing, bah, on est un peu dans l'impro permanente. Et finalement, quand tu es face à une équipe qui sait exactement ce qu'elle a à faire, qui ressort très proprement les ballons, qui est juste, qui a peut-être un collectif inférieur, mais qui est beaucoup plus cohérent, et ben, ça donne ce qu'on a vu. Et puis, effectivement, sans Jardim, ça pouvait déjà être réglé dès la mi-temps. Il y a une réaction en deuxième mi-temps, mais qui n'est pas suffisante. Mais c'est surtout que bah, on voit un LOS qui manque de valeur, hein, qui manque de hargne, qui manque surtout de style. Donc, finalement, on paye toutes nos insuffisances de la saison. Et Baptiste disait, ce que j'ai compris, c'est que pour toi, la saison est terminée, hein, plus ou moins. Ça nous permet de préparer la saison prochaine. Bah, je suis assez d'accord. Faut dès maintenant faire des équipes pour préparer la saison prochaine. Les joueurs qui pensent trop à leur départ, ben, moi, on les met sur le côté. Et puis, on essaie de préparer quelque chose parce que le chantier va être énorme. Voilà. Bon, je vois que tout le monde veut faire les deux parties en une seule. Ah, finalement, on va détruire le sommaire. Je vais faire une boulette avec mon papier, je vais le jeter par la fenêtre. Il y a beaucoup de réactions, hein, sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux à nous regarder. Le derby déchaîne les passions. On a Capenoul qui nous dit que c'est son premier instant foot depuis samedi 23h. Capenoul a eu du mal à digérer. On a Charles Mampulco qui nous dit un derby, une équipe et l'autre sans âme, comme depuis quelques matchs. J'ai mal à mon LOSC. On a eu, ah oui, Olivier qui nous dit, il revient sur la statistique des corners. C'est vrai qu'on a eu 4 corners d'affilée aussi, ce qui vient doper un peu les statistiques. Et 4 corners, pourquoi? Parce qu'ils étaient mal tirés et ils étaient renvoyés directement par la défense en corner, notamment au premier poteau. Charles Mampulco qui nous fait part d'une statistique qui a été, je crois, communiquée par Jérôme Alonso et qui vient confirmer ce que je disais tout à l'heure. Sur les 78 derniers tirs du LOSC, on met 3 buts. Alors, on y reviendra dans la deuxième partie de cette première partie. Mais quand on regarde sur ce match-là, il y a eu 17 tirs, un but, ça fait un taux de 6% finalement de réalisation, alors que le RC Lens est à 18%, donc 2 buts pour 11 tirs. L'écart finalement est significatif. Donc beaucoup de... Alors, Charles, toujours, qui nous dit pas d'accord avec vous, il nous reste 6 matchs, il faut les jouer à fond. Nous en parlerons tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Et nos attaquants manquent la cible, donc on fait référence à cette stade d'Alonso. Et puis voilà, donc c'est déjà beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Ça me permet de passer la parole à Julien. Comment tu as vécu ce match, Julien? Très mal. Très mal, parce qu'évidemment, bah, je suis monté de Paris pour assister au match, spécialement pour ça. Et bah, c'est un match qui est difficile. C'est d'autant plus difficile, si tu veux, qu'on le perd beaucoup sur l'état d'esprit. Il y avait une équipe avec du génie, en tout cas en première mi-temps, et une équipe sans génie. C'était le LOSC, donc forcément, ça fait de la peine. Mais si j'essaye d'analyser un peu plus ce qu'on a pu voir, alors je le dis souvent, hein, je suis absolument pas apte tactiquement à dire 4-4-2, 3 derrière. Enfin, moi, c'est pas du tout mes sujets de compétences. En revanche, sur ce que j'ai vu une équipe du LOSC qui était fatiguée, à qui il manquait le coup de rein, il manquait beaucoup de choses pour que l'animation offensive soit pertinente. Bien sûr,
il y a certainement des problèmes tactiques et d'automatisme devant, mais en même temps, pour qu'il y ait ça, il faut avoir beaucoup d'énergie. Et moi, je n'ai pas vu l'équivalent d'un Jonathan Klaus dans l'effectif lillois samedi. Jonathan Klaus qui m'a surpris par sa vision du jeu, par sa vista, par sa vitesse de course. Il va très, très vite. Julien est contaminé. Julien est contaminé. Et ça, je n'ai pas vu ça. Donc, quand j'essaye de prendre un peu de hauteur, je me demande si notre équipe n'a pas été préparée pour atteindre son pic physique face à Chelsea. Et quand tu prends un peu de recul par rapport à cette équipe lensoise qui était quand même en grande confiance parce qu'il sortait d'un 3-0 contre Nice qui était 3e, ce qui reste une très, très grosse performance. Nous, on arrive avec très peu de confiance parce qu'on a fait des matchs complètement pourris contre les derniers. Et si on parle de physique, on a eu 8 matchs de Champions League à très forte intensité en plus des Lensois. Ça, c'est des matchs qu'eux n'ont pas eu. On a plus d'internationaux qu'eux, et nos internationaux, ils ont eu beaucoup de matchs cruciaux pour essayer de se qualifier à la Coupe du Monde. Et à mon sens, ce sont les joueurs qui sont en difficulté actuellement, c'est-à-dire Jonathan David, Bourak, Selik ou même Fonté, qui ne fait pas un très grand match ce samedi. Donc, pour moi, il y a quand même cette dimension physique qui explique beaucoup de choses, parce que tu as beau mettre en place toutes les tactiques que tu veux, quand l'équipe elle n'est pas capable d'appliquer et de mettre de l'intensité, tu n'y parviens pas. Et puis, il y a un deuxième phénomène, et là, je trouve que ça a manqué dans beaucoup d'analyses d'après-match que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux, parce que j'ai passé du temps sur Facebook et Twitter à regarder un peu les analyses. L'analyse se limitant souvent à Gourvenec d'émission, ce que je trouve un peu court comme analyse. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a plus du tout le même effectif qualitativement que l'an dernier. Quand tu n'as pas Maignan, quand tu n'as pas Renildo, quand tu n'as pas Iconé, quand tu n'as pas Soumaré, quand tu n'as pas Arroyo en super sub, ou même Yazice qui parfois faisait des belles rentrées, ce n'est pas exactement le même groupe. Et pour ce match contre Lens, on n'a même pas Botman. Donc à un moment, tout ça rend les choses un peu compliquées. On a un effectif plus faible, on a des joueurs qui sont fatigués, et en face, on a une équipe qui a joué beaucoup moins de matchs que nous à forte intensité cette année, et qui est en pleine bourre après la victoire 3-0 contre Nice. Voilà. Donc on fait tous la gueule. Il y a Rémi qui arrive, qui va sourire. Pour la petite anecdote, Rémi, je l'ai croisé samedi soir à la sortie du stade. Donc forcément, moi, je faisais la gueule, lui, pas du tout. Alors, je suis très content de voir arriver Rémi, parce qu'on l'a déjà présenté en son absence, et ça va me permettre de ressortir la question à la con de la naphtaline. Donc, c'est parfait. D'ailleurs, on va peut-être se saluer. Bonsoir Rémi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à tous. Navré pour le retard. Surtout que c'est dur pour lui de venir ce soir. Psychologiquement, c'est compliqué. Je me suis dit, quelle introduction je vais donner à mon entrée, puis je préfère m'abstenir. Voilà. En tout cas, on te reconnaît facilement parce que tu es quasiment le seul qui a eu un énorme sourire à l'écran, alors que nous, on a du mal finalement. Il faut effectivement le tirer comme ça pour faire apparaître nos dents. Rémi, écoute, tu vas pas t'y soustraire, donc tu sais que chacun de nos invités doit répondre avant d'intervenir sur l'actualité sportive à ce qu'on appelle une question à la con. La question à la con, alors, c'est une question stupide à laquelle tu n'es pas obligé de répondre, tu peux, mais tu n'es pas obligé. Donc, on enchaînera après rapidement sur l'actualité sportive. Donc, la question à la con de Rémi, c'est, Julien nous disait tout à l'heure que tu étais présent au stade Pierre-Mauroy pour ce derby. Tu étais venu discrètement, je crois, assister au match. Ma question est celle-ci. Est-ce que les sièges du stade Pierre-Mauroy sont plus confortables que celui du stade Bollaert ? Alors écoute, mon fessier a apprécié les sièges du stade Pierre-Mauroy et prévoyant que je suis, j'ai pris une place en niveau 2. Il n'y avait rien au-dessus de moi. Voilà. Donc, tu n'avais pas de casque. Non, serein. Non, je suis venu de manière très sereine. Bon, c'est parfait. Alors, on était en train de faire le tour finalement de l'avis finalement du ressenti qu'on avait sur ce derby. Donc, il restait Georges finalement à donner l'avis des Lillois. Puis après, on t'interrogera finalement sur ton avis de supporter lensois. J'imagine que tu l'as pas vécu exactement comme nous.
Je pense. Ouais, ça serait surprenant, quoi. Bon, ça dépend. On a été objectif. On a dit qu'on avait vu une équipe de Lens qui avait bien joué. Donc, je pense qu'il dira la même chose. Hein. Ah, tu as même fait une déclaration d'amour à Jonathan Klaus. Ça s'est enregistré, je te rappelle. T'as raté ça, Rémi. J'ai dit qu'on n'avait pas l'équivalent en termes de vitesse samedi que Jonathan Klaus. Il me semble que Jonathan Klaus a une affection particulière pour le stade Pierre-Mauroy. C'est une histoire qui est en train de naître. Écoute, on verra. On parle d'un transfert? Ouais, moi je suis d'accord pour le transfert. Bon, Georges, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, moi d'abord, je l'ai suivi non pas au stade puisque j'étais invité en week-end, donc j'ai suivi ça dans un château du XVIe siècle en Normandie. XVIe siècle, c'est à peu près la dernière fois que les Lensois avaient fait le carton plein sur les 2 matchs la même saison, quoi. À peu de choses près. Donc, moi, je le sentais mal venir de par le fait qu'en effet, on voyait depuis un moment ce LOSC s'enliser dans ses travers, dans une absence totale d'animation offensive. Alors, c'était juste solide, ce qui nous a fait enchaîner quand même 8 matchs sans défaite, mais 8 matchs au bout de l'ennui. Et j'ai eu l'occasion de voir jouer Lens contre Nice, où j'ai vu vraiment beaucoup d'enthousiasme. Et on avait fait le parallèle avec Julien avec le match, le derby de la remontée en 2000-2001, époque Vaïd. On a vécu exactement le scénario inverse. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils avaient l'équipe talentueuse, on avait les jeunes chiens affamés, on avait des vrais guerriers sur le terrain, les D'Amico, les Sigons, on ne les citera pas tous, et on les avait battus comme ça parce que il y avait plus d'envie, simplement. Et là, je pense que ça s'est beaucoup joué à ça. Et puis aussi au fait que j'ai vu d'un côté une équipe qui avait un plan de jeu, qui avait un projet, qui était venu en plus de l'enthousiasme avec des ambitions, et de l'autre, une équipe, donc je cerne toujours pas la lisibilité dans le jeu offensif depuis maintenant. Depuis quasiment la reprise, quoi. Je faisais même le lien des matchs où vraiment ça a bien joué cette saison devant. Je pense qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, quoi. Donc, voilà, je pense que simplement, c'était la chronique d'un désastre annoncé. Et puis, même la réaction de la deuxième mi-temps, finalement, elle est à l'image de ce qu'on avait vu, c'est-à-dire que on pose le pied sur le ballon, deuxième mi-temps, il ne touche plus le ballon, sauf qu'on n'en fait rien, quoi. On n'en fait absolument rien. Et au bout du compte, encore une fois, je m'étais dit, j'espère un dernier quart d'heure où ce soit l'assaut, ce soit fort à l'amour. Et puis, non, au final, ça a été le grand désert du Nevada. Voilà, donc Rémi, en résumé, l'appréciation de tous, c'est une première mi-temps où les Lillois ont été bouffés physiquement dans l'impact par les Lensois, et notamment au milieu de terrain. On parlera des joueurs tout à l'heure. Et une deuxième mi-temps un peu meilleure dans l'esprit, dans la conquête, mais où finalement le LOSC s'est heurté à son inefficacité offensive qu'on traîne depuis déjà quasiment le mois de janvier. Donc, comment toi tu as vécu ce match? Comment tu analyses finalement cette défaite du LOSC et cette victoire surtout du RCL pour toi? Ce qui fait la différence, à mon sens, et c'est l'analyse que j'avais déjà au stade, tu parlais d'impact, moi je vais te parler d'envie. J'avais l'impression d'avoir une équipe de Lens très soudée, à l'image de ce début de deuxième période où nous subissons les assauts répétés du LOSC, mais avec une solidité défensive sans faille, enfin, les joueurs tous impliqués dans le replacement. Et en face, une équipe lilloise un peu décousue. J'ai trouvé des joueurs à l'image de Renato Sanchez qui voulaient capter le ballon, faire le jeu, des multiples individualités. J'ai apprécié, j'ai trouvé que Zegrova était quand même assez intéressant. C'est lui qui met un peu le feu en première et en deuxième période. Mais j'avais vraiment l'impression d'avoir d'un côté une équipe avec une vraie envie collective, un vrai effet de groupe, et en face une succession d'individualités. Et à mon sens, c'est ce qui a fait la différence sur le match. Et c'est ce qui a permis à Lens de tenir le résultat. Et finalement, c'est à l'image de la saison du Racing Club de Lens. Le coach de Lens, Franquès, il y a 2 matchs,
quand il était interrogé par la presse sur les ambitions du Racing Club de Lens pour la fin de saison, sa réponse c'était de dire j'ai pas fixé à mon groupe d'objectifs comme l'Europe, la Conference League ou la Ligue Europa. J'ai simplement demandé à mon groupe de me rendre fier. Et je pense que ce message-là est bien passé par les joueurs. Il y a eu le match à Nice où en infériorité numérique, Lens gagne. Et puis il y a ce match face à Lille où pareil, les valeurs chères aux supporters des Racing Club de Lens ont été très bien portées et bien défendues par les joueurs. Donc voilà, pour moi, ce qui a fait la différence, c'est cette notion d'envie et cette notion de mouiller le maillot. Et je ne suis pas sûr qu'en face à Lille, les 11 joueurs, enfin, c'était mon ressenti, aient la même envie de mouiller le maillot que les 11 Lensois samedi soir. Tout à l'heure, avant que tu arrives, on parlait d'un déficit physique qui était peut-être lié à l'usure de la saison, des matchs de Champions League. Toi, tu es plutôt dans l'hypothèse de l'envie plutôt que de l'usure physique. Je suis un peu sceptique sur cette thématique-là parce qu'on sort quand même d'une trêve internationale. Je veux dire, la trêve internationale qui a donné 15 jours de repos, elle date d'il y a à peine 15 jours. Oui, mais il y a beaucoup plus d'internationaux à Lille qu'à Lens, avec notamment des internationaux qui ont fait beaucoup de déplacements. Oui, oui, cet argument-là est entendable. Maintenant, à mon sens, c'est pas ce que je retiens. Enfin, à ce moment de la saison, encore une fois, avec le début de saison, enfin, Lille est plus concerné par la Ligue des Champions depuis un temps. Alors, tu parles de joueurs internationaux. Lens était aussi pas mal mobilisé par la trêve internationale, notamment par nos joueurs africains. Frankowski était parti en Pologne. Enfin, donc, ils ont accepté la sélection, finalement, les joueurs africains? il y a seulement Fofana qui refusait. D'accord. Fofana a dit qu'il se consacrait au Racing Club de Lens jusqu'à la fin de la saison et qu'il voyait par la suite. Mais pour le reste, nous avons été privés d'internationaux. Il y en a moins que pour le LOSC. Mais voilà, moi, je pense que je veux dire, à partir du moment où tu as envie de mouiller le maillot, je veux dire, surtout dans un contexte de derby où tu es censé aller un peu au-delà que sur un match lambda, je veux dire, l'usure physique, c'est un argument que j'ai du mal à entendre parce que, d'autant plus avec les 5 changements autorisés, je veux dire, la profondeur de banc au LOSC, c'est ce qui a fait la différence sur les derbys de la saison dernière. On en a pris 7 sur les 2 matchs parce que vous aviez une profondeur de banc qui était conséquente. Merci de nous le rappeler. Merci de nous le Oui, rappeler. non, mais on en en a même bien temps, besoin. On menait très vite à l'époque. Ah non, mais Le derby, par on contre, est ce qui est arrivé très fou, vite. alors j'ai pas fait cette analyse, peut-être l'avez-vous faite, hein, mais la différence d'effectif, elle n'est pas significative. Hein. Je veux dire, mon sentiment, c'est qu'on prend les mêmes et on recommence. Non, elle est vraiment significative. Là, quand tu dis ça, tu te trompes. On n'a pas Maignan dans les buts. Il n'y a pas Botman samedi en défense centrale. Ouais. T'as pas Arroyo comme super sub. On a Purenildo à gauche et il est titulaire à Atlético de Madrid. Non, c'est vraiment pas la même équipe. Et quand on parle de Maignan, c'est peut-être actuellement le meilleur gardien français. Et quand tu vois ce qu'il réalise à Milan, nous, on sait qu'on lui doit une bonne grosse dizaine de points, peut-être même plus la saison dernière, des points qui nous permettent d'être champions, justement. Et on a souvent fait l'analogie dans l'émission de dire Landreau, en 2011, c'est la plus grosse saison de sa vie. De toute façon, pour un club comme Lille, si tu n'as pas un gardien qui se transcende pendant le championnat, tu n'es pas champion, c'est impossible. Okay. Et nous, on a eu cette chance-là. Donc, si, il y a une très grosse différence. Et la preuve, c'est que Jérémy Pied, qui a quasiment pas joué une minute, rentre en fin de match et on était tous écœurés de voir à quel point on n'avait rien sur le banc pour qu'à un moment, un mec comme Jérémy Pied rentre, tu vois. Mais je pense quand même qu'individuellement, même si on s'est affaibli, tu prends les joueurs individuellement, je pense que le LOSC est au-dessus, quoi. Ils ont Lens a quelques bons joueurs, mais ce qu'a Lens et ce qu'on n'a pas, c'est qu'ils ont une idée de jeu. Donc, je sais pas. Fofana, c'est très fort. Klose, c'est très fort. Il y a deux, trois très bons joueurs, mais si tu prends les joueurs un par un, moi, je trouve que le LOSC est globalement dessus, mais le collectif, Lens a un collectif et une idée de jeu qui est bien identifiée. Et puis nous, c'est... Ouais, mais nous, on a combien de joueurs là vraiment dans cet effectif au-dessus du lot? Tu vois, pour moi, à Lens, il y a Klose. Fofana, la moyenne générale, et Sotoka, il m'a impressionné. Je trouvais qu'il avait fait un gros match, tu vois. Alors après, peut-être irrégulier sur la saison, mais sur le match de samedi, je l'ai trouvé costaud. Nous, on a qui? On a Sanchez, qui est de dimension internationale, ok. On a Fonté quand il est bien, mais il ne fait pas un gros match samedi. Enfin, on a qui vraiment au-dessus du lot dans cet effectif lillois sur le match de samedi qui pourrait justifier, tu vois, sa place à... Gudmundsson, il avait fait 30 bonnes premières minutes. Ouais, avant de se blesser. Ouais. Mais j'ai une question pour toi, Rémi.
Moi, j'ai été surpris. Alors, évidemment, je pense bien que ce n'est pas ici qu'on regarde le plus les matchs du RC Lens, mais j'ai été surpris de voir Lens jouer très, très, très bloc bas par moment. C'est-à-dire que il n'y avait pas un joueur qui était au-delà de vos 40 mètres. Tout le monde était derrière par moment et ça arrivait souvent et en particulier en deuxième mi-temps. Est-ce que c'était, d'après toi, parce que tu vois tous les matchs, la tactique de Hez et c'est vraiment lui qui a gagné donc à ce moment-là le combat tactique, ou est-ce que c'est déjà arrivé cette saison que Lens joue si bas avec 11 mecs derrière? Alors, il y a eu un tournant dans la saison du Racing Club de Lens. Ça a été la fin du mois de décembre où Lens, en 3 matchs, prend 16 ou 17 buts. Et donc, la plus grosse progression de la saison, tu vois, c'est une discussion que j'avais avec d'autres supporters du Racing Club de Lens. C'est une progression de l'ombre, c'est la progression de Franck Hess, parce qu'il a su remettre en cause un peu son système de jeu, le système de jeu qui a fait le bonheur de l'équipe et des supporters en début de saison, qui était très surprenant, c'était le même que l'année dernière, mais qui finalement était trop lisible au fur et à mesure des matchs. Et ce tournant-là, fin décembre, début janvier, où finalement nous prenons des tôles, et excusez-moi de remuer un peu le couteau dans la plaie, mais le match qui nous relance, c'est le derby Coupe de France, où voilà, on met fin à une série de 3 à 4 matchs encaissés en moyenne. C'était un tournant parce qu'il a eu un changement tactique. Et tu le voyais très bien sur le match de samedi, c'est que le dispositif passe maintenant très facilement du 3-5-2 au 5-3-2. Et j'ai trouvé Klose, par exemple, et Frankowski très bas, notamment en deuxième période, et ce qui donne un bloc défensif beaucoup plus compact. Et S avait cette volonté, depuis ce fameux fin décembre, début janvier, d'avoir une imperméabilité plus constante sur les matchs. Donc, et c'était d'autant plus appréciable de voir que sur les temps forts lillois, en particulier ces 15 premières minutes de la deuxième période où franchement, je n'ai pas desserré les fesses sur mon siège très confortable de Pierre Mauroy, mais de voir que finalement, il n'y a pas eu de vent de panique et que c'était solide, quoi. Alors, Rémi, j'ai une question pour toi. Moi, quand on regarde finalement les résultats du derby l'année dernière, tu le disais, tu nous le rappelais, au total des 2 matchs, ça faisait 7-0 pour le LOSC. Et les résultats de cette année, où il y a 2 défaites et une élimination en Coupe de France, Oui, 3 défaites, quoi. une élimination. Une élimination, un match nul et une élimination. Voilà. Et on a remarqué que finalement, c'est peut-être dans la gestion de l'avant-match que les Lensois ont beaucoup progressé. L'année dernière, on a l'impression qu'ils avaient fait le match bien longtemps avant, qu'ils se sont fait submerger par la pression des supporters et par l'historique, finalement, le nombre de défaites consécutives. Alors que cette année, ils ont peut-être travaillé là-dessus et ils ont été toujours au rendez-vous et dès la première minute, à part peut-être en Coupe de France où ils ont eu du mal ils sont revenus qu'en fin de match. Mais en tout cas, il y a un vrai travail qui a dû être fait au niveau du RC Lens. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne analyse. Je pense que le groupe a gagné en maturité. L'année dernière, je pense que nous avons pêché par naïveté. Il y avait effectivement beaucoup d'envie en amont, avec des déclarations avant-match un peu maladroites, hein. Je pense à Leka qui promettait monts et merveilles. Cette année, il y a quand même eu beaucoup de sobriété dans les déclarations d'avant-match, beaucoup de sobriété dans la façon d'appréhender la rencontre et ça s'est traduit par une maturité plus présente sur le terrain et qui nous a permis de tenir la dragée haute à cette équipe lilloise. Et oui, je pense que c'est un groupe qui a pris en maturité. Maintenant, soyons très clairs, hein, ça a du mal à se vérifier dans les chiffres pour le moment, puisque le Racing Club de Lens, à la même période l'année dernière, n'avait que 2 points de moins à situation identique. Donc c'est la fin de saison qui permettra de dire si ce groupe a vraiment pris en maturité, s'il est capable de franchir un cap pour viser plus haut, en sachant que l'intersaison à venir pour le Racing Club de Lens va quand même être assez. Enfin, ça va être un nouveau cycle, quoi. Il y a probablement Fofana, Klose, Doucouré, plus Leka et Cahuzac qui sont amenés à partir pour diverses raisons. Donc c'est un nouveau cycle qui va s'instaurer, à voir maintenant ce qui arrivera par la suite, quoi. Sauf peut-être s'il y a une qualification en Coupe d'Europe. Petit aparté, ouais. Petit aparté, je pense qu'il y a aussi dans
dans le changement de règne, enfin, en tout cas entre les deux derbies, aussi un manque flagrant de maîtrise, parce que je crois que l'année dernière aussi, avec beaucoup d'enthousiasme, le fait d'avoir su les contenir fait d'ailleurs que l'enthousiasme s'est manifesté autrement. Enfin, je veux dire, 2 cartons rouges à l'aller, un au retour, une faute bête en début de match, où là, il y avait une vraie maîtrise lilloise qui n'existe plus cette année. Et je pense que cette année, c'est vraiment l'enthousiasme qui existait déjà l'année dernière, qui est certes beaucoup plus canalisé, mais c'est aussi notre absence de réponse qui a permis ces 2 victoires au final très logiques, quoi. Mais tu as raison de signaler que il y a une grosse différence. Au-delà de l'aspect maturité du Racing Club de Lens, c'est l'effondrement individuel de certains Lillois, hein. Bourak, l'année dernière, les derbies, il nous avait bouffé. Il a été capable de transcender ses collègues. Jonathan David, qui était intouchable. Enfin, moi, j'ai trouvé un Jonathan David totalement transparent. Je me souviens d'une frappe là samedi où il est en position idéale pour la placer, au moins la cadrer, et ça part en 3 points, quoi. Donc, ouais, c'était Bah, assez le joueur emblématique de ces 2 derbies à Amoroa, pour moi, c'est clairement Jonathan, sans rentrer dans les flops et les tops, Jonathan Bamba, qui avait été hyper impressionnant lors du 4-0, qui avait fait un match et qui a été fantomatique ouais. samedi soir, quoi. C'est le même joueur, mais il va avoir un jumeau, c'est pas possible, quoi. Alors justement, on parle des joueurs. Je vous propose de passer au top et au flop. Donc, on refait un petit tour de table avec vos tops, vos flops, que ce soit dans l'équipe lilloise ou les joueurs que vous avez retenus dans un sens ou l'autre dans l'équipe lensoise. Baptiste, on va commencer par toi. Alors, du côté du LOSC, en top, je vais mettre les trois recrues de cette année, honnêtement, hein. Enfin, pas Tem Ben Arfa, mais Edon Zeglova qui a été très, 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 très bon Athènes pour a sa fait un, première. Athènes a fait un J'ai- match discret samedi. C'est Ouais, vrai, mais peut-être fait sa meilleure prestation depuis le début. C'est vrai, c'est pas faux. c'est vrai. Mais du coup, ouais, Edon Zeglova qui a fait un beau match. Après, bah, Amadou Onana qui, sur son premier ballon et sa première occasion, elle la met presque au fond. Bon, c'est dommage. Et Gabriel Goodmanson, comme l'a dit tout à l'heure Rémi, qui avait fait une bonne première demi-heure avant de se blesser. Du côté des flops, bah ouais, les attaquants, hein, Jonathan David, pour ne pas le citer, qui a malheureusement été assez mauvais. Et puis du côté de Lens, ouais, on va revenir sur le même, sur Jonathan Klaus, qui malheureusement est très bon. Voilà. Gilles, est-ce que tu veux nous faire part de ta sélection? Ouais, bah, j'ai exactement pareil que Baptiste, donc je vais peut-être un petit commentaire sur Lens. Moi, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils pouvaient faire mal à chaque fois, quoi. Moi, à chaque fois qu'ils remontaient la balle avec leur style de jeu, ils avaient des transmissions vraiment tranchantes. Je trouvais que les joueurs, contrairement à nous, ils se trouvaient les yeux fermés. Ça allait très vite, il y avait peu de déchets techniques. Et effectivement, comme a dit Julien tout à l'heure, ce qui fait la différence, c'est des joueurs comme la Vista de Klose, quoi. Sur une ou deux touches de balle, ce mec-là ressort les ballons, il oriente parfaitement, quoi. Donc il y avait d'un côté une équipe complètement, on va dire, désorganisée, en manque d'inspiration, qui n'avait pas vraiment de ligne directrice, et qui avait l'air un peu d'improviser sur tout. On était un peu les Jean-Michel à peu près, quoi. C'était vraiment, je fais une passe latérale, je laisse le porteur de ballon sans grande solution. Je fais une petite provocation qui ne débouche pas grand-chose. Et en face, bah, c'était cohérent, quoi. En face, à chaque fois, ils nous mettaient en difficulté, ils passaient notre milieu de terrain très facilement. Et là, j'en viens à mon moins. C'est pour moi André qui a fait un match qui a bu la tasse, quoi. Il a perdu beaucoup de ballons. Il était vraiment en grande difficulté sur ce match-là. Moi, je le mettrais en flop. Et, et en top, bah, comme Baptiste, Zegrova qui peut faire des différences, mais justement, comme on a une animation offensive qui est très défaillante, et un fond de jeu très moyen, c'est pas, pour pas dire autre chose. Et ben, ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait systématiquement sur Zegrova qui était en train d'essayer de faire qui parfois essayait d'en faire trop, mais parce que ben, il était pas, c'était brouillon, c'était pas cohérent, et à chaque fois,
Et à chaque fois, il essayait de faire la différence. Mais le match, il y a quand même un tournant du match. C'est le poteau, je crois, de Sanchez. À un moment donné, il y a 0-1, je crois. Première mi-temps, tout à fait. Voilà. Donc là, si ça va au fond, il y a un partout, ça change beaucoup de choses. Après, avec des scies, on coupe du bois. Il y a Mais, 2 poteaux d'ailleurs sur le match. Hein. Je crois que c'est Zegrova qui fait le deuxième. c'est le deuxième, oui, en deuxième mi-temps, je crois, non? Oui, tout à fait. Deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps. Parce que ça Donc, relativise un peu nos difficultés d'animation offensive. Hein. 11 tirs, 2 poteaux. mais c'est un exploit individuel. Si tu regardes l'action, c'est à chaque vraiment. fois, tout à fait. Sanchez, il C'est est Renato fort tout seul, Sanchez qui va se c'est-à-dire, chercher seul. C'est Renato Sanchez qui va se chercher seul cette occasion-là. Il n'y a pas de. Nous, notre problème, c'est qu'il n'y a pas de circuit de passe, Ouais. de jeu construit comme il y a à Lens, quoi. Ça vient vraiment d'un exploit individuel. Donc voilà, je redis Zegrova en top et en flop, André qui a été très en difficulté, je trouve. Alors, on a pas mal de retours sur les réseaux sociaux. On a notre ami Christophe D qui n'est pas présent ce soir, mais qui est déchaîné donc, sur les commentaires. Donc, il parle de notre défense passoire. Renato à l'ouest, Bamba sans boussole, André à l'arrêt, et surtout cette défense de première mi-temps insupportable. Et il nous dit, alors il a pas perdu l'envie de boire un coup, il nous dit que le vin à Lens était très bon. Alors je ne sais pas qui était le vin. Rémi. Pereira da Costa, ça me permet de dire mes flops, mes tops et mes flops. Allez hop, je prends la main. Quelle énergie! Ouais, non, alors top à Lens, Jonathan Klaus, je vous l'ai dit, Sotoka, moi il m'a impressionné. Fofana, je ne l'ai pas trouvé ouf samedi, je l'ai vu faire des bien meilleurs matchs en début de saison. Et Pereira da Costa, parce qu'il a bien joué et pour ce qu'il incarne, c'est un 2001. Certes, il n'est pas de la région, mais il a été formé au club. On en a déjà parlé, parce que mon frangin, en U14, U15, U16, il jouait contre lui à l'époque, quand il jouait à l'Iris. Donc voilà quoi. Nous, on n'en a pas un dans l'effectif de mec qui a été formé, qui sort du centre. Donc, rien que pour ça, je voulais le mettre en avant. Et puis aussi parce qu'il a fait un bon match, encore une fois, pour un gamin, pour un 2001. Flop à Lille, David, inexistant, mais fatigué, je pense, vraiment fatigué. C'est des 25 000 km par déplacement internationaux et il a réussi, pas à lui seul, mais il a porté cette équipe du Canada. Donc en plus, il y a l'influx nerveux que ça a dû lui prendre et je crois que c'est que la deuxième qualification du Canada en phase finale de la Coupe du Monde. Je dis pas de bêtises, c'est ça? Voilà. Oui. Donc on peut imaginer qu'il soit excusé par ça. Deux joueurs qui n'ont pas forcément d'excuses et qui font une saison moyennasse, c'est André et Sheka. Et comme on a perdu cette bataille du milieu de terrain, quand tu perds la bataille du milieu de terrain, tu perds le match. Il y a quelqu'un qui disait ça tout à l'heure sur les commentaires et je suis complètement d'accord avec ça. Et dans les tops, il y a forcément Jardim. Je ne l'ai pas vu faire d'arrêt extraordinaire. Ce n'est pas Mike Maignan. Il a fait des beaux arrêts, mais il ne fait pas non plus l'exploit sur les 2 buts. Hein. Il les prend, mais c'est clairement mieux. Et il a sorti 2 ballons, dont un d'ailleurs sur une sortie dans les pieds qui était vraiment bien parce que inhabituel pour lui et qu'on le voit monter, on le voit monter en compétence. Donc ça, c'est chouette. Zegrova, même si je suis qu'à moitié convaincu, mais c'est sûr que le danger venait de lui. Mais en même temps, il a qu'un pied gauche. Et à chaque fois que les défenseurs glissaient avec lui en allant vers la gauche, c'est ce qui a fait qu'il a, par exemple, frappé sur le poteau. Parce que les gars, ils savent très bien qu'il ne frappera que du gauche. Donc, ce n'est pas très dur à défendre quand tu sais qu'un mec ne frappe que d'un pied. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont réussi à défendre sur lui, que finalement, il n'a pas marqué. Et Sanchez, pas tellement pour ce qu'il a apporté, parce que Rémi l'a dit tout à l'heure, c'était parfois un peu brouillon, mais surtout parce qu'il a beaucoup essayé et parce que moi, j'ai aimé sa mentalité. Je pense que si on avait eu 11 Renato sur le terrain, on gagnait ce match. Renato, il n'a rien lâché. On a même vu un début de bagarre à la mi-temps parce que avec Gradit, il s'était pris la gueule et il ne s'est pas laissé faire. Il était dans cet état d'esprit derby que nous, on attendait et on n'a pas vu ça chez tous les mecs. Voilà mes tops et mes flops. Georges, tu veux, avant de passer la parole à Rémi pour sa vision lensoise finalement du top et flop, est-ce que tu veux nous faire part de ta sélection? Les tops, ouais, je rejoins Julien, Jardim. Il gagne 2 duels, il a un bel arrêt en plus. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, le match peut être largement plié, ça peut tourner à l'humiliation sévère, quoi. Il gagne ses 2 duels, donc super important. Et puis, bah ouais, Zegrova, j'avais envie de mettre Sanchez aussi pour son exploit personnel parce que
tout ne passe que par l'individuel dans cette équipe. On a la chance d'avoir des joueurs surdoués, ce qui est le cas de Sanchez, mais en même temps, peut-être que s'il y a une conservation du ballon un peu longue, c'est qu'il n'a pas beaucoup de solutions. Alors le flop à David, moi je m'interroge quand même parce que David, ça fait quelques matchs qu'il joue en pointe totale. Moi j'ai souvenir, le moment où il était le plus fort, c'est quand il pouvait jouer plus sur du temps de profondeur. J'ai pas l'impression, à l'instar par exemple d'un Nicolas Pepe qu'on avait fait jouer à son époque aussi attaquant de pointe, que ce soit l'avançant pur et dur, c'est-à-dire la flèche qui joue devant. L'année dernière, ça fonctionnait bien parce que c'est Bourak qui avait ce rôle et lui qui était plus en piston offensif. Et ce qui me permet, au niveau du flop, c'est un flop un petit peu général et collectif, parce que sorti des 3 que j'ai cités, pour le reste, ça a été un marasme. On pourrait débattre sur savoir lequel a été le plus flop de tous, mais je pense que les 8 autres ont été extrêmement mauvais. Et moi, loin de l'idée de faire du Gourvenec bashing, parce que depuis le début de la saison, on essaie de ménager, je m'interroge quand même beaucoup sur ce match et sur quelques déroulements, notamment sur la position de certains joueurs clés comme ça, et sur son coaching. Je veux dire, c'est vrai qu'il n'est pas aidé parce qu'il y a beaucoup de blessures. Il y a peu de profondeur de banc, mais est-ce que le remplacement poste pour poste de Selig par un autre défenseur, à un moment où on est mené, il ne reste plus grand-chose à faire, c'était la solution la plus adaptée? Est-ce que ce n'était pas le moment où il fallait prendre un risque, faire entrer un joueur à vocation plus offensive? Moi, en tout cas, je veux pas lui... Mais je l'ai senti ni remobiliser cette équipe, alors peut-être qu'elle a ses difficultés. Contrairement à d'autres, je ne pense pas que Gourvenec soit le problème, mais je suis de moins en moins persuadé que ce soit la solution. On y reviendra. Et côté Lensois, je voulais quand même mentionner, parce que je les ai suivis un petit peu, je voulais dire quand même qu'au niveau du bain des absents, moi j'étais très rassuré de l'absence de Doucouré, et je pense que s'il avait été là, ça aurait été encore beaucoup plus compliqué parce que c'était exactement le joueur qui rentrait dans le plan, une flèche très technique qui fait très mal. Moi, vraiment, j'étais très soulagé de le savoir suspendu. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Je voulais rajouter aussi Sotokap, mais marrant parce que moi, j'ai cette impression pour le voir jouer, justement, c'est pas un joueur exceptionnel, c'est pas un joueur doué techniquement, mais alors qu'est-ce qu'il a l'arrache, c'est un vrai pitbull, quoi. Il va au charbon, c'est clair. Voilà, si on parle de cet état d'esprit qu'on avait en 2001, c'est des joueurs comme ça qu'on avait, qui n'étaient pas forcément les plus doués offensivement, mais qu'est-ce qu'ils bouffaient comme terrain, qu'est-ce qu'ils allaient aux accros. Pour moi, c'est ces attaquants qui sont avant tout les premiers défenseurs de leur équipe et qui font trop mal. Donc, Sotoka. Et je voulais une mention particulière à la charnière centrale que je trouve pas toujours super inspirée quand je vois jouer Lens, qui là fait un match béton, quoi. Alors, Rémi, ça va être à ton tour. Alors, sur les réseaux sociaux, les commentaires vont un peu dans le sens de ce qu'on vient de dire, et ça commence en fait à se diriger vers le jugement de Jocelyn Gourvenec. Donc, on va y revenir tout de suite après. Mais toi, comment tu l'as vu ce match, Rémi? Quels sont les joueurs que tu voudrais mettre en avant à Lille et à Lens? Le premier acteur de jeu que je veux mettre en avant sur ce match, c'est Jérôme Brizard, l'arbitre. Oh, le corporatisme du mec! Sans aucun corporatisme, je crois que c'est le meilleur arbitre que j'ai vu, sur les matchs que j'ai vus depuis le début de la saison. Je l'ai trouvé brillant dans sa gestion, dans son management et dans les décisions qu'il a eu à prendre. Et il a été très largement à la hauteur de l'enjeu et du derby, à l'instar de sa gestion Grady-Sanchez, que j'ai trouvé magistrale, puisque il y a une séquence qui est assez folle à la 30e minute où les deux joueurs, parce qu'ils se sont chicorés toute la première période, Grady et Sanchez, et à la 30e, si vous regardez à nouveau le match, bon, je sais que c'est une torture pour vous, mais on va te croire sur parole. On va te croire sur parole. Mais ils se détournent du jeu, c'est-à-dire que le jeu, ça joue, ils voient Sanchez et Grady se fighter un peu, et ils se détournent du jeu, ils ne regardent même plus le ballon, ils regardent que les deux mecs, et il est pourri. Et j'ai trouvé ça intelligent parce qu'il aurait pu, combien aurait arrêté le jeu, cartonner tout de suite. Et voilà, l'intervention qu'il a eue à la mi-temps pour calmer les chauffourées et mettre un jaune aux deux était pertinente, et la suite lui a donné raison. Donc c'est le premier top que je mets. C'était même surprenant, parce que nous qui étions, moi je suis juste en face, je suis dans la tribune en face.
je m'attends à 2 rouges, tu vois. Surtout qu'on les voit rentrer avec tellement de véhémence dans les vestiaires, puis il y a quand même 2-3 claques qui ont volé. Tu te dis, il veut reprendre la main, il met le rouge parce qu'on est habitué à ça avec l'arbitrage français. Et finalement, il met le jaune, ce qui calme tout le monde parce qu'il ne sanctionne pas. Donc, ça ne fait pas monter d'un cran. Et J'aurais été avec 2 rouges. tu as raison, c'était parfaitement inhabituel. Et finalement, il a repris la main sur le jeu en mettant des jaunes et pas des rouges. C'est fou, hein? Ouais, bah, c'est ce que je dis quand je dis la suite lui a donné raison, c'est ça. C'était que Sanchez et Grady, deuxième période, il n'y a rien eu, quoi. Incroyable. Et quand tu sors d'un derby avec autant de tension, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de tension sur le terrain, avec aussi peu de cartons, et finalement des cartons de jeu, je veux dire, il n'y a pas eu de carton pour des gestes méchants, ou hormis Tcheka en première période, mais c'est plus de la frustration. Il peut être satisfait de sa prestation, et c'était vraiment très agréable de voir un arbitre aussi performant sur ce match. Donc ça, c'est mon premier top. Mon deuxième va être sur Florian Sotoka. C'est un peu notre Florent Balmont à nous, dans l'abnégation, dans le fait de mouiller le maillot. C'est un joueur qui est énormément apprécié des supporters. C'est pas notre joueur le plus technique, mais c'est un joueur qui porte finalement ce que les supporters lensois recherchent, c'est-à-dire voilà, un mordu de ballon au service de l'équipe, hein, qui ménage pas ses efforts au service des autres. Et puis, il a ce grain de malice. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez le but qui va mettre en chevauchant le ballon au gardien, ce but incroyable. C'était contre Strasbourg où il se planque derrière le gardien pour aller récupérer le ballon. Bon, bref. Et j'ai les trouvé à Lille, voilà, à son image, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de coup d'éclat et pour autant il a été au service du jeu. Canal+ a fait un focus sur lui et j'ai trouvé ça juste. Donc ça c'est mon deuxième top. Troisième top, je vais mettre un Lillois. J'ai beaucoup aimé Zegrova. Je trouve qu'il a un potentiel incroyable, ce joueur. Il a le feu dans les jambes. Il nous a fait, enfin, il met un petit pont à Danso en première période où il enrhume Danso alors que Danso avait été irréprochable. Bon, c'était voilà, je pense que lui, il a du potentiel. Si vous arrivez à le conserver la saison prochaine, ça peut être intéressant pour vous. Il vient d'arriver, on va essayer de le garder un petit peu quand même. Ouais. Dans les flops, je vais mettre Tcheka. Je l'ai trouvé très déconcentré, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire nerveux, pas au service du jeu, beaucoup de déchets, et puis oui, pas là. C'est pas cette image que j'avais du joueur. Dans les flops, je vais aussi mettre. C'était André, hein, Benjamin André. Enfin, je mets le milieu lillois. Euh, J'avais l'image pareil d'un joueur qui nous a fait énormément mal sur le derby puisqu'il avait complètement bouffé notre milieu de terrain. Là, ça a été l'inverse. Il a complètement disparu des radars. Et pour terminer, je vais rajouter un top parce que nous n'en avons pas parlé, mais je l'ai vécu de très près. La sécurité du stade, ça n'a rien à voir avec le jeu et les joueurs. Mais votre service de sécurité a été brillant, très prévenant. Et c'est ce qui a permis aussi, parce qu'il y avait beaucoup de Lensois finalement dans le stade. Et compte tenu du contexte, il y a des Lensois qui se sont manifestés de manière plus ou moins véhémente et le service de sécurité était brillant. S'il n'y a pas eu de débordement, alors même que c'était dangereux, que le préfet avait pris un risque énorme en refusant le parquage et en isolant les supporters lensois au milieu des Lillois, parce qu'on sait que des débiles, il y en a partout, hein. Le service de sécurité a très bien géré. Là où j'étais, il y a eu sur le deuxième but des Lillois, enfin des supporters ou des mecs qui sont venus pour essayer d'en venir aux mains. Très très rapidement, ça a été géré. Donc bravo au LOSC pour sa gestion dans le stade. C'est là où Lens a des efforts à faire compte tenu de ce qui s'est passé au match aller. Tu as remarqué qu'on n'a pas relevé. Ah ouais. Tu as d'ailleurs dit sur Twitter, tu as parlé de supporters lensois abrutis et tu as été repris de volée par des lensois. Tu as pris cher. Ah oui, mais bon, très cher. Là, ils n'étaient pas d'accord avec toi. Hein. J'ai parlé quand j'ai parlé de supporters lensois abrutis, je pense au mec qui était 3 rangées devant moi, qui sur le deuxième but sort le maillot du Racing Club de Lens. Pour moi, c'est quelque chose d'abruti. Parce que les règles, elles sont extrêmement claires. D'ailleurs, il s'est fait virer. Et je sais qu'il y a eu d'autres Lensois. Il y en a eu dans ma tribune aussi. Il y en a eu 6 dans ma tribune. C'est complètement con. Je veux dire, tu viens, que tu puisses. Moi, je me suis levé sur les buts parce que c'est spontané, tu ne contrôles pas.
Et pour autant, j'ai eu des regards noirs, mais voilà, moi, je n'étais pas provoquant vis-à-vis des autres, je me suis rassis et terminé, quoi. Mais que tu en viennes à sortir ton maillot et à faire le fier, alors même que tu es tout seul dans la tribune, et que, enfin voilà, après, ça sert à rien de jouer la victime en disant, bah, je me suis fait taper, ouais, mais tu as sorti ton maillot, tu sais très bien que c'est interdit. Donc, pour moi, voilà, c'est en ça où j'ai parlé d'abruti sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter des caisses. Voilà, factuellement, tu viens au match, tu sais que les signes ostentatoires étaient interdits, tu as la possibilité de venir, bah, profite, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Mais oui, après, bon, les volets de supporters lensois sur Twitter, je suis abonné hein, quand je commande des décisions d'arbitrage contre Lens, et je suis, voilà, où je dis l'arbitre a raison d'avoir mis un rouge. Je prends le dernier rouge que nous prenons, Aïdara qui prend rouge contre Nice, je dis que le rouge, il est logique. Enfin, Ah oui, tu t'es fait descendre. ah bon, shitstorm, tu sais, à Ouais. l'ancienne, hein, mais après, voilà, c'est Ah, normal. à Hein. leur corps défendant, à vitesse réelle, le rouge n'est pas évident. C'est le ralenti qui donne vraiment. Moi, vitesse réelle, je donne jaune aux Oui, Niçois. c'est ça. Maintenant, Mais à sur l'image, sur le ralenti, clairement, ouais, il y a la semelle sur le genou. Mais voilà, c'est ça. après, c'est normal sur l'arbitrage d'avoir un petit côté chauvin et de pas forcément être toujours d'accord avec l'arbitre. Ou avec la VAR. Ça, c'est un autre débat. Et Oui, là, oui, j'ai animé un débat extrêmement intéressant hier sur la sonorisation des arbitres et je mets beaucoup d'espoir sur cette sonorisation, beaucoup plus que sur l'outil VAR. Je suis convaincu qu'à partir du moment où nous aurons accès aux échanges micro entre arbitres, déjà, ça va permettre d'avoir une meilleure compréhension et une meilleure lecture des décisions prises par l'arbitre. Et ça fera aussi peut-être redescendre de la pression sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Et ça humanisera aussi les arbitres. On verra autre chose que Turpin avec un sifflet. On entendra la voix de Turpin et on découvrira que finalement, c'est aussi un mec sympa. Et de rien était d'accord avec toi de mémoire. Oui, absolument. Ouais. Absolument. En tout cas, si tu as besoin d'un comité de soutien sur ce sujet, tu peux compter sur le bistrot d'Alelos. C'est un sujet qu'on a maintes fois évoqué. L'analogie avec le rugby, c'est toutes les 3 émissions. Ah, ouais. Enfin, il n'est pas là aujourd'hui. Christophe n'est pas là. L'ambassadeur n'est pas là. Bon, je vous propose de faire un dernier tour de table sur ce derby. Un tour de table sur la thématique réaction du public. On l'a vu en fin de première mi-temps. Même si ça commençait à siffler, on entendait des Gourvenec d'émission, on a commencé à entendre des mouillés de maillot, les réactions se sont un peu atténuées grâce au but de Xheka. Par contre, en deuxième mi-temps, à la fin du match, ça a été un déferlement de cris, de mauvaise humeur. On a même eu une tentative d'envahissement de terrain qui a permis de constater que le système de barrière mis en place par le LOSC est beaucoup plus efficace que l'absence de barrière au Stade Bollaert. Hein. Les supporters n'ont pas pu rentrer. Comment... Ah, je ne suis pas d'accord, pardon, je ne suis pas d'accord. Sur l'image de face, tu penses que les supporters ne peuvent pas rentrer. Quand tu vois l'image sur le côté, ils avaient toute l'attitude de rentrer sur le côté. Ce qu'ils ont fait, c'est un coup de force. Ils voulaient montrer qu'ils étaient là. Et je pense qu'ils ne voulaient pas finir en garde à vue. Ils ne voulaient pas se prendre d'interdiction de stade. Ils savaient très bien que s'ils allaient plus loin, ils risquaient des sanctions. Donc, ils voulaient juste montrer qu'ils étaient là, qu'ils n'étaient pas contents. Mais ils avaient vraiment les moyens de passer sur les côtés pour envahir le terrain. Et ils ne l'ont pas fait. Là où c'est vraiment débile, c'est qu'ils ont poussé trop fort. Et je pense qu'il y a 1 ou 2 stadiers qui a été blessé. Et là, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas cautionner un truc pareil. Les forces de l'ordre ont été très très réactives, hein. Contrairement à Lens, pour reprendre cet exemple. Moi, j'ai vu la compagnie CRS arriver, mais extrêmement rapidement. Hein. Moi, j'ai eu le temps d'être évacué avant de voir des CRS, quoi, à Lens. Alors, justement, donc, sans parler de cet événement de fin de match, donc cette tentative d'envahissement de terrain ou pas, comment vous jugez finalement la responsabilité de cette défaite? Est-ce que vous la mettez au passif des joueurs? Est-ce que vous pensez que c'est Gourvenec qui n'arrive plus à trouver de solution? Est-ce que, alors je vais te faire plaisir, Julien, je vais te faire un lancement à la Hanouna. Vas-y. Est-ce que tu fais partie de la team Gouv In ou Gouv Out? Quel enfer! Cette simplification à l'extrême, ce manichéisme, c'est vraiment dégueulasse. Simplification, mais je reviens sur ce sujet. Depuis le début de saison, il y a du Gourvenec bashing avant même qu'il arrive. Avant même qu'il arrive. Et finalement,
cette défaite dans le derby, cette nouvelle défaite dans le derby, elle vient accentuer et finalement justifier ce Gourvenec bashing. En clair, si on fait le bilan de Gourvenec à la fin, celui-ci risque d'être occulté finalement par ce triple échec, je n'ai pas dit cette triple défaite, contre les Lensois. Ça restera l'entraîneur qui n'a pas gagné de derby. Ok, bah alors donc je réponds, puisqu'il faut faire preuve de manichéisme, je réponds Gouvin. Parce que ce que j'ai lu très peu de critiques qui me semblent pertinentes sur ce match. Quand on dit ouais, tu te rends compte, on finit avec Bradaric et Pied, bah ouais, en fait, Gudmundsson il se blesse, c'était pas prévu. Et Selic, il est cramé de chez cramoisi. Donc tu mets qui arrière droit? Tu mets Liadji? Il n'y a rien sur le banc. Ah ouais. Donc on fait quoi? Donc il y a un moment, Gourvenec, tout le monde réclamait Zegrova titulaire. Zegrova est titulaire, c'est-à-dire que la composition d'équipe qui a été réclamée toute la semaine par les supporters, c'est la composition d'équipe de départ. Tu vois, c'est un truc de fou. On parle aussi de Sanchez au milieu central, il était au milieu central. Mais ouais. Donc, moi, je veux bien, mais évidemment qu'il a une responsabilité. Il ne peut pas ne pas avoir de responsabilité. Mais dans le cas d'une équipe aussi peu motivée, c'est forcément multifactoriel. Et si on reprend, à chaque fois, on refait l'histoire depuis le début de saison, et j'ai l'impression que personne ne veut l'entendre. Ce garçon, il arrive le 5 juillet, il prend l'équipe trop tard pour avoir la main dessus. Il reprend une équipe qui n'a pas touché ses primes de champion et qui est en conflit ouvert avec le président du club. Enfin, c'est quand même c'est hallucinant. Bourak, il est furax quand il croise l'étang, il veut lui mettre sur la tronche. C'est ça le début de saison du club. Donc évidemment, il y a un titre à aller gagner. Là, les mecs se resserrent. C'est quand même un match bien pourri de deux côtés. Le trophée des champions, c'était nul ce match. Il était moche. Donc, on a serré les miches, on gagne le trophée des champions. Mais enfin, il faut arrêter de réécrire l'histoire. Ça n'a pas été un match incroyable où on a vu un niveau de jeu, machin, etc. On est sur des joueurs, on le sait très bien, à qui on a prévu. On a promis que Lille serait un strapontin, que Lille serait une marche dans leur progression et qu'ils pourraient aller ailleurs. Finalement, il n'y a pas tant de joueurs que ça qui sont partis au mercato. Donc, les gars sont démotivés naturellement. La Champions League arrive, ils se disent « Ah, bon, alors, j'ai pas pu avoir mon gros transfert l'an dernier. Bah là, je vais me montrer en Champions League, ça va peut-être donner quelque chose. » Et ils font des très beaux matchs. Donc, qu'est-ce qui explique un championnat en mi-teinte et des beaux matchs en Champions League? J'imagine que c'est en partie ça quand même. Les mecs, ils savent que tous les recruteurs d'Europe, ils sont devant leur télé quand il y a des matchs de Champions League. Beaucoup plus que quand tu joues Troyes ou quand tu joues Nantes. Évidemment, quoi, tu vois. Donc, il y a ce phénomène-là. Et après, dernière remarque, on est sur une équipe qui a été championne de France à huis clos. Ils n'ont pas été champions pour faire plaisir au public lillois. Hein. Alors, est-ce qu'ils en ont quelque chose à faire de nous ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'ils ont été champions l'an dernier sans nous. Et Capenoul me faisait remarquer dans les commentaires, il dit « Ah ben on l'a bien vu à Angers l'an dernier, quand on les attendait à la sortie du match et qu'ils ne sont même pas venus nous voir. » Ce qui est quand même la preuve qu'en effet, ils ne l'ont pas fait pour le public. Ils l'ont fait pour eux, pour leur palmarès, pour leur progression personnelle. Et encore une fois, on ne peut pas leur reprocher dans une ère du tout individualisme où le projet que Lopez et Campos leur ont vendu, c'est un projet individuel où les mecs sont là pour faire carrière et où le LOSC n'est qu'un strapontin. On ne leur dit pas « sois amoureux des valeurs du club, réfère-toi à Fernando Limco pour voir ce que c'est la lilloise ». On leur dit « c'est une marche, c'est un strapontin ». Malheureusement, et c'est ce qui me fait vraiment de la peine et mal au cœur, j'ai l'impression que ce n'est pas réellement le discours chez nos voisins lensois où on essaye de les intégrer à cette culture populaire, cette culture des mines, machin, des corons, etc. On en pense ce qu'on veut, mais on entend les mecs chanter les corons dans le bus quand ils rentrent à la Gaillette à 1h du matin samedi, et ça me tord le bide. Croyez bien que ça me fait mal au bide de le reconnaître et de l'entendre. Mais c'est la réalité. Moi, je vois des mecs qui ont un semblant d'attachement à la culture lensoise. Moi, je ne vois pas des joueurs du LOSC qui ont un semblant d'amour de la vie lilloise, des valeurs lilloises. Je ne vois pas ça, quoi. Donc, je suis dégoûté. Rémi, on va te demander ton avis. Hein. On comparait justement l'équipe lilloise et l'équipe lensoise dans cet aspect proximité du public. Qu'est-ce que tu en penses? Pour résumer, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Julien. La grosse différence entre les deux clubs aujourd'hui, c'est cette notion de projet.
Aujourd'hui, le projet au Racing Club de Lens, il est parfaitement défini. Il est pensé depuis quelques saisons, c'est-à-dire que les joueurs sont recrutés sur la base de personnalité. Ils sont tout de suite mis dans le bain avec les valeurs. Les séances de marketing, les joueurs sont énormément impliqués dans le marketing, là où d'habitude c'est une corvée pour les joueurs. Bah là, ils sont très très présents pour les opérations. Moi, je suis allé accueillir les joueurs à la Gaillette après le derby. Il fallait les voir dans le bus, les joueurs, avec les étoiles dans les yeux quand ils ont vu les supporters arriver. Enfin, voilà. Fofana en a reparlé à la fin du match. C'est des joueurs qui sont là pour le club, participent à un projet et ont pleinement conscience d'être dans un projet et impliqués dans un projet au service d'un club et au-delà de ça d'une région, hein, ou du moins enfin, voilà, d'un aspect valeur et histoire qui est très important. Aujourd'hui, pour ma vision que j'ai du LOSC, et mon père est supporter du LOSC, je le salue et il nous regarde probablement, mon oncle est supporter du LOSC, et quand je discute avec eux, Mon frère aussi, hein, qui était là samedi. Mon frère, mon cousin, non mais je suis le vilain petit canard de la famille, on se demande ce qui s'est passé. Mais il y a plus cette notion de projet. Quel est le projet aujourd'hui proposé par le LOSC? Il y a quand même un flou sur la suite, il y a un flou sur qui commande réellement le LOSC aujourd'hui, il y a un flou sur les ambitions du LOSC, sur les ambitions collectives et individuelles. Et tu le disais justement, Julien, je pense que cette notion de projet, elle conditionne aussi la réussite d'un club. Un club sans projet, bah, c'est un club qui va compter sur des individualités et qui, dans des moments où tu as besoin d'avoir un collectif uni, bah, ne répond pas présent. Et encore une fois, pour moi, c'est ce qu'on a vu samedi, c'est la victoire d'un projet contre un non-projet, en fait. Est-ce que c'est pas la victoire d'Arnaud Pouille face à Olivier Létang? Bah, oui, Arnaud Pouille, mais tu vois, tu prends Arnaud Pouille, c'est un symbole, puisque c'est un mec du Nord, non? Je dis une bêtise si je dis qu'il est du Nord. Un mec qui était, son grand-père était mineur, c'est même pas une blague, hein, tu vois, mon père était gueule noire, lui, il a l'accent du Nord, mais enfin, il porte les valeurs du club, c'est un grand supporter, il a gravi les échelons, il est rentré comme agent commercial au RC Lens, il est maintenant directeur général, donc tu vois, il transpire, il était dans le bus, je te parle de la Gaillette, il était dans le bus aux premières loges, je le voyais chanter, la chemise ouverte, il était fou, mais c'est quelqu'un de compétent, il ne faut pas le réduire à ses origines. Non, bah, il est très compétent, il le prouve. Et encore une fois, la structuration du RC Lens ces 4 dernières saisons, avec un Joseph Ougourlian qui s'est impliqué quand même dans le club, ça repose sur un board qui est très fort entre Arnaud Pouille, J. Solfi, hein, le directeur sportif qui fait un travail de l'ombre exceptionnel en s'appuyant sur des valeurs. Et puis voilà, tu mets Arnaud Pouille, J. Solfi, Franck S. et Ougourlian, tu as les 4 hommes forts du RC Lens qui arrivent à bâtir un projet et à attirer des joueurs. Reprenons Fofana, attirer un joueur comme Fofana au Racing Club de Lens. Il l'a dit, Fofana, il est venu parce qu'il y avait un projet qui lui était proposé, parce qu'il pouvait s'intégrer dans un collectif. Là où aujourd'hui, encore une fois, si je parle du LOSC, pourquoi un joueur viendrait au LOSC aujourd'hui? Que peut proposer le LOSC à un joueur du calibre de Fofana? Sans parler de Fofana, mais de ce calibre-là aujourd'hui. Là où Lopez pouvait, avec Campos, dire voilà, je vais te mettre sur un piédestal et tu iras jouer ailleurs plus tard. Aujourd'hui, il y a toujours ce flou sur la gouvernance et sur le projet qui fait que il y a une notion de désenchantement. Moi, ce que je perçois dans vos échanges et dans les échanges que j'ai avec d'autres supporters du LOS, c'est le désenchantement. Tu passes d'un statut où tu es champion de France avec un collectif hyper fort, avec un jeu qui était léché, à cette année, voilà, l'absence de projet, changement de gouvernance, des joueurs qui sont démobilisés, et puis pour moi, un Gourvenec qui paie les pots cassés. Voilà, le pauvre, avant même qu'il prenne le poste, il se fait sabrer, et puis il hérite d'une situation qui ne maîtrise pas forcément. Et c'est la tête de Turc idéale, parce que quand nous sommes en difficulté, notre premier réflexe, c'est de chercher un coupable. Lui, il a la tête du coupable, hein, Gourvenec. Alors, et on te rassure, hein, parce que les vidéos de l'an dernier sont toujours en ligne et existent. Ici, on ne s'est jamais enflammé sur le projet, puisqu'il n'y en avait pas. Et c'est hyper intéressant que tu donnes les noms, parce que Joseph Ougourlian, je pense que là, tous à l'écran, alors qu'on est lillois, on voit sa tronche. Il n'est pas bien joli d'ailleurs, mais il a beaucoup d'argent. On voit très bien qui c'est. Son homologue, chez nous, Martin Peterman, on ne sait pas qui c'est.
Tu parles de Ghisolfi, directeur sportif, c'est intéressant parce que nous, en face, on n'a pas de nom à mettre, on n'a pas de directeur sportif. Et c'est tout. Je pense qu'on a résumé la merde dans laquelle on est. On a un actionnaire qui est inconnu. On sait aujourd'hui que ça vient cacher en fait Elliott qui est derrière, au Delaware et machin, etc. Montage de merde, ultralibéralisme. Et puis, directeur sportif, c'est qui? C'est Olivier Létang, qui est PDG, directeur sportif, femme de ménage, nounou, entraîneur, et qui fait tout. Non, non, il n'est pas du tout directeur sportif, il n'a pas ce titre-là. Il est juste boxeur de tribune. C'est pas son titre, Voilà. c'est pas sa fonction. Et il fait les barbecues. C'est pas sa fonction. Et donc, tu as un dirigeant qui est omnipotent et omniscient. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas, quoi. Donc, c'est intéressant quand tu parles de désenchantement, parce que nous imaginer, nous tous ici, picousés comme on est au LOSC, dire ah, c'est quand même le projet de Lens, il est pas mal, ça ressemble à quelque chose. Je peux te dire que moi, il faut venir me chercher pour me faire des trucs comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre aujourd'hui si tu prends un peu de hauteur? C'est impossible de dire autre chose. Je finis juste, pardon, je prends beaucoup la parole, mais pour dire qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui disent comment on peut défendre Gourvenec. Je ne défends pas Gourvenec. Je dis que les explications sont multifactorielles. Il n'y a pas qu'une chose qui explique les difficultés de cette équipe. Ce n'est pas que l'entraîneur. Avoir un président qui est systématiquement dans les vestiaires, par exemple, il y a plein de clubs où ça n'arrive pas, où on laisse sa place et toute sa responsabilité à l'entraîneur. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc voilà, c'est tout ce que je dis. C'est multifactoriel. Les bagarres de l'étang Armand contre Nantes, et après, c'était quel match le deuxième? Metz. Voilà, et contre Metz, ça n'est pas normal. Ça prouve une fébrilité, ça prouve une pression. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ben Arfa, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ça n'est pas que Gourvenec. Bien sûr que je ne défends pas Gourvenec. Enfin, non, mais juste, c'est un homme. Respectons cet homme et arrêtons de dire que tout est de sa faute. Je trouve juste ça dégueulasse, en fait, de faire ça. Alors, les débats sont effectivement très riches sur les réseaux sociaux. On a notamment Parlons LOSC qui insiste sur, qui donne plusieurs arguments sur la faute sur le Gouv-Hot finalement. Donc, il parle des changements qui sont inexistants. Il parle de l'envie des joueurs et il le met à son passif. Il parle il évoque plein de sujets. On a quelques défenseurs de Gourvenec, ou en tout cas qui cherche à expliquer et à tempérer finalement sa responsabilité. Alors, je vous propose de continuer le tour de table. Gildas, tu es plutôt Gourvenec in ou Gourvenec out? En gros, est-ce que tu le vois encore entraîneur du LOSC l'année prochaine? Moi, je crois qu'il faut changer parce que j'en ai l'impression qu'on est dans une période où le club navigue un peu à vue. Et moi, je suis un peu comme Saint-Thomas. Je crois que ce que je vois, effectivement, c'est pas que de sa faute. Quand il est arrivé, j'étais un peu sceptique, mais je lui ai dit, bon, on va pas lui faire un procès avant qu'il ait commencé, on va lui laisser sa chance. Et on parlait tout à l'heure que les DVE, en fin de match, étaient un peu en colère. Mais moi, si j'avais été eux, c'était à la fin du match contre Bordeaux que j'aurais été en colère, parce que là, on a vu vraiment le résultat de l'absence totale d'idées, de projets de jeu, quoi. Il y avait on n'a vraiment rien vu. Aucune occasion construite. Sur Metz, Saint-Étienne, Bordeaux, c'était des matchs, c'était en dessous du niveau de la mer, quoi. Le match qu'on a fait, les matchs là qu'on a fait, c'était incroyablement médiocre. Donc moi, Gourvenec, écoute, pour moi, c'est un entraîneur de seconde zone, quoi. Je veux dire, il n'a pas. Je suis désolé de le dire comme ça, mais pour reprendre j'ai toujours dit que Gourvenec est une chance pour le LOSC est une chance pour Gourvenec et pas l'inverse. Alors, moi, j'ai attendu de voir, et puis on n'a pas vu grand-chose. On n'a pas vu grand-chose cette année sur le terrain, et surtout, on a une équipe qui a pas d'âme et qui a pas de style, quoi. Puis on n'a pas d'état d'esprit. On s'identifie pas à l'équipe. Alors certes, on n'a plus les guerriers d'antan, mais on a une équipe qui manque d'âme et de caractère. Et ça, c'est aussi l'entraîneur qui doit insuffler quelque chose. À défaut de jeu, au moins que l'équipe dégage quelque chose au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'envie, au niveau du caractère. Et ça, je ne le vois pas non plus. Donc, moi, j'étais pas un anti-Gourvenec primaire quand il est arrivé. J'ai attendu de voir.
Et ce que j'ai vu cette saison, c'est carrément insuffisant, à part en Ligue des Champions. Et alors qu'en face, il y a Franck Hez qui fait un super boulot. Il a vraiment, lui, pour le coup, un projet de jeu clair. Et puis vraiment, on sent que les joueurs de Lens s'inscrivent dans les valeurs du club. On sent qu'ils s'inscrivent dans un creuset, ils sont dans un. Il y a des joueurs talentueux, mais il y a une cohésion. Tandis que nous, nous on navigue à vue et il n'a pas réussi à imposer son style, il n'a pas réussi à imposer sa patte. Et puis, il y a des lacunes tactiques. À chaque récupération de balle, je ne sais pas si c'était de sa faute, mais on était à chaque fois en infériorité numérique. Quand les Lensois remontaient le ballon, on était à chaque fois pris dans le dos. Qu'est-ce que c'était dû à sa compo, sa tactique? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, son bilan n'est pas suffisant. Et il y a de multiples causes, je suis d'accord, qui expliquent cette saison. Mais l'entraîneur, c'est quand même très important dans une équipe. Et pour moi, ce n'est pas suffisant ce qu'il a montré cette année, quoi. Voilà. Alors, on a sur les commentaires Michael Dumont, donc le frère de Stéphane, qui participe de temps en temps au bistrot d'Allé-le-Losc, qui nous fait remarquer que ce soir, Guingamp a gagné 3-0. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil alors qu'on est en train de faire le bilan de Gourvenec, mais en tout cas, on prend l'information et bravo à Guingamp, même si on le sait depuis quelques semaines, à Lille, c'est pas Guingamp. C'est pas Guingamp ici. Ouais. Et Baptiste, tu as quelque chose à dire une fois que tu auras remis ton micro? Il est là. Non, j'ai pas grand-chose à dire. Je pense que est-ce que tu crois à l'option Gourvenec l'année prochaine avec un groupe qu'il aura construit lui-même dans le cadre d'un nouveau projet? Est-ce que tu en as envie? Est-ce que ça te fait saliver? Ça ne me fait pas bander, si c'est la réponse que tu attendais. Non, j'ai essayé de trouver des termes un peu plus châtiés, tu m'excuseras. On ne peut pas mettre Charlie sur le banc non plus. Le mec disait pas un gros mot quand il était mineur, alors qu'il risquait rien. Maintenant qu'il est majeur, qu'à tout moment il peut se retrouver en garde à vue, il balance. C'est surtout qu'il réalise maintenant qu'il a des érections, quoi. J'embrasse ma mère et ma grand-mère qui me. C'est toi qui l'as dit, hein, c'est toi qui as ouvert le sujet. Hein. Bon. Et après, on va dire les supporters lensois. Revenons à l'essentiel. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ton sentiment sur l'avenir de Gourvenec au LOSC? L'avenir de Gourvenec au LOSC, je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai du mal à avoir, entre guillemets, le même staff. Que ce soit au niveau de l'entraîneur, mais aussi au niveau des dirigeants. Aujourd'hui, si Gourvenec est là, c'est simplement pour une seule raison, c'est parce que c'est le seul entraîneur, et vous ne m'enlèverez pas cette idée de la tête, c'est le seul entraîneur qui a dit oui, alors qui certes n'était pas cher, mais qui a dit oui à Olivier Létang. Travailler avec Olivier Létang, c'est horrible. Bien sûr, le mec, il a une réputation dans le milieu. Et c'est ça, de toute façon, quand un entraîneur arrive le 5 juillet, il faut arrêter de se raconter des films. Hein. C'est pas le premier choix, c'est pas le mec que tu voulais. Et en plus, tu le mets en difficulté dès le début de saison parce qu'il prend son effectif en main bien trop tard. Et après, juste pour compléter ce que dit Baptiste, si on prend juste l'historique, un groupe de jeunes, des mecs qui ne sont pas des stars et les emmener haut, c'est ce qu'il a fait avec Guingamp. Voilà, ils ont gagné la Coupe de France. Donc, si vraiment, l'an prochain, on a une équipe, alors au rabais, entre guillemets, allez, on va dire, une équipe de jeunes talents, une équipe de jeunes potentiels, et donc pas une équipe de starlets, parce que je pense qu'on a quelques starlets dans cet effectif cette année, peut-être que Gourvenec, alors ça va faire mal au cul à tout le monde, hein, peut-être l'homme de la situation, puisqu'il l'a déjà prouvé avant. Donc Rennes, Bordeaux, non, et il y avait des starlets dans ses effectifs. Cette année, il y a des starlets au LOSC, ce n'est pas l'homme de la situation, je suis d'accord pour le constater. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée dans le cadre d'une reconstruction avec des jeunes? Alors, Gourvenec n'est pas responsable des blessures, des baisses de forme et de performance de certains joueurs comme Bourak et tout, qui cassaient la baraque. Il y a aussi d'autres facteurs des joueurs une équipe en fin de cycle, des joueurs moins motivés qui ont la tête ailleurs. Ça, c'est pas de la faute de Gourvenec non plus, quoi. Mais en tout cas, avec un effectif qui est plus que correct, il n'en fait pas grand-chose. Je regrette. Ce qu'on voit au stade à domicile, c'est. Mais c'était pas terrible l'an dernier, Gilda, c'était pas terrible l'an dernier. En termes de fond de jeu, de spectacle, ce qu'on a vu l'an dernier, il ne faut pas avoir la même. On savait comment jouer. On a Mike Maignan qui nous fait des sauvetages. On a Bourak qui marche sur l'eau. Mais en fond de jeu,
Les belles Après, années, ouais. c'est la bip-bip. Mais on Bah, savait il comment on connaît jouait, Pépé, quoi. C'était clair c'était avec magnifique. Galtier. Mais c'était pas magnifique l'an dernier. C'était pas Non, bambant non, mais l'an on dernier. savait qu'on avait un schéma de jeu clair. Avec solide. Gourvenec, on ne sait pas comment on joue. Donc, enfin, Alors, je propose à Georges de conclure sur le sujet avec je vais juste rajouter une information pour la réflexion de tout le monde. Moi, je voulais juste vous rappeler que on a parlé maintes fois du recrutement de Campos en louant ses qualités de recruteur et un peu moins ses qualités d'économiste, en tout cas pour la gestion collective. Et par contre, je voudrais vous rappeler que depuis le départ de Campos, et notamment cette saison, les recrues lilloises, c'est Zegrova, c'est Onana, c'est Gudmundsson. Goodmanson. Ça veut dire qu'on Et a. Belarfa. Garbage. Et Ben Arfa. Alors, Garbage, c'est différent parce qu'il est pris par défaut, parce qu'il y a une vraie pression pour mettre Jardim dehors. Il arrive en août, hein, Grebic. Oui, Ouais, tout à fait. ouais. C'est pas prévu, hein. Il Il n'était pas arrive, il joue prévu au directement à départ. Saint-Etienne. Hein. Et donc, ça veut dire qu'il y a un projet. On va se séparer de joueurs qui coûtent cher. On va les remplacer par des jeunes ou oui, des jeunes entre 20 et 25 ans qui vont arriver avec des salaires moins élevés. Qui peut mener justement ce nouveau groupe, ce nouveau départ? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Gourvenec serait l'homme de la Va situation? répondre Jason Boutoil. Non, non, pas encore. C'est une très bonne question. Je voulais d'abord me rabattre sur l'idée que, évidemment, moi, in-out, il était exclu que je réponde à ça. D'une part, par phobie à Nounesque, mais surtout parce que voilà, c'est le syndrome du fusible. Finalement, Gourvenec, il surcharge sur tout ce qu'on a vu. Et je voudrais faire un parallèle. Alors, d'une part, on arrive sur un projet de transition, mais ce qui est plus grave avec ce projet de transition, c'est qu'on ne sait pas jusque quand il va durer, quelle transition c'est et où ça va nous mener. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ligne claire. Donc, il arrive dans un flou artistique total sur que ce soit les questions du comment, du quand. Oui, on a à la tête une direction qui manifestement n'a aucune ligne claire. Donc déjà là-dessus, alors comme je vous disais, finalement ça renforçait ce que je disais, pour moi cette année, je ne suis pas sûr que Gourvenec était forcément le problème, mais il n'a pas été la solution. Maintenant, moi, je voudrais me référer justement, comme tu en parlais, des jeunes qui arrivent, une nouvelle génération. Cette situation-là, dans un contexte un peu différent, l'avait déjà vécu. Un entraîneur emblématique qui s'en va, un autre qui arrive avec une équipe en plein renouvellement, où il y a une équipe très composite avec des joueurs qui étaient encore là et des nouveaux arrivants, c'est Puel en 2002. Je ne sais pas si vous vous souvenez, et Puel, il a mangé dans les tribunes, mais alors, je suis sûr que Gourvenec, ce qu'il prend, c'est rien du tout. Puel, il s'est fait pourrir dès les premiers matchs et pendant 1 an et demi, pas pendant une saison, pendant une saison et demie, on s'est demandé ce que Puel foutait sur le banc. On s'est tous demandé et c'était devenu le tube des 4 saisons, c'était le Puel d'émission, ça n'arrêtait pas. Et ça a démarré dès le premier match de championnat qui avait été un fiasco à la maison contre Bordeaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on se fait plier 3-0 dans un match où on n'existe pas. Et il se retrouve un petit peu dans une situation similaire. Et je pense que la jurisprudence Puel pourrait avoir un certain impact et au moins une certaine réflexion. Je ne dis pas que ça va marcher après avec Gourvenec, j'en sais rien. Mais d'abord, je ne suis pas sûr que si un autre était venu, ça aurait marché mieux parce que tous les problèmes évoqués. J'ajouterai à ça, de toute façon, la saison après-titre, c'est toujours une saison un peu gueule de bois. Je pense que forcément, moi, la question que je me pose, c'était parce que c'est vrai qu'on a évoqué des noms plus importants, ce qui est terrible aussi, c'est qu'il arrive avec son petit bagage auprès de mecs qui sont un petit peu des mercenaires à croiser des destins, qui viennent d'être champions de France. Et ce que disait Jean en référence au PSG, en général, c'est bien, c'est que quand un joueur arrive dans un club, pourquoi ça ne marche pas à Paris, les stars? Parce qu'en général, elles arrivent dans un club où elles sont plus grandes que le club. Mais s'il arrive à Paris, il est plus grand que le PSG. Or, quand Ronaldo arrive à Madrid, il a face à lui un club qui est une institution. Et là, c'est peut-être un peu pareil, c'est-à-dire que c'est des têtes à dégonfler, donc ça doit être très compliqué pour un entraîneur qui n'est pas un entraîneur top niveau, de pouvoir assumer et tenir ce rôle. Donc maintenant, il y a une transition. Ce qui serait bien dans un premier temps, d'ailleurs, avant de penser à savoir Gourvenec ou pas, c'est d'avoir au moins une ligne de lisibilité sur ce qui va se passer. On a
quelques explications disant qu'il faut que pour que le club reste à niveau, il puisse être européen de manière régulière. Mais comment on va le faire? Alors, en effet, moi, je trouve que finalement, au niveau des mercatos, il y a eu quand même des choses plutôt encourageantes depuis l'arrivée de certains joueurs. Tout n'a pas été bradé, même si je commence à m'inquiéter comme Julien sur l'actuel échange avec le Milan AC. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se trame. Mais pour moi, donc, repensons à Puel, parce que Puel, 2 ans après, il avait un groupe de jeunes qu'il avait parfaitement en main, avec qui il a été vice-champion de France à l'époque où l'OL était intouchable. Il a fait 2 podiums d'affilée, ça a été le premier au LOSC. Et voilà, donc, moi, on peut essayer avec Gourvenec, même si je suis pas du tout certain que ça fonctionnera. Je sais qu'il y a des précédents à Lille qui nous obligent quand même à regarder les choses avec une certaine humilité, quoi. Bon, en tout cas, les auditeurs, les intervenants ont beaucoup apprécié mon sujet à Nounesque. Il y a eu beaucoup de réactions. Ça a été très animé sur les réseaux sociaux et on aura certainement l'occasion d'en parler très prochainement. Alors, avant de passer à la deuxième et dernière partie sur laquelle on ne s'attardera pas trop parce que l'heure avance, il est déjà 22h04, je vous avais promis un jeu. Le voici. Vous pouvez gagner donc 2 places pour le match Lille-Strasbourg, donc dimanche à 17h, si j'ai bien retenu les informations qu'on m'a données tout à l'heure. 2 places à Lille-Strasbourg. Pour ça, c'est pas compliqué. Il faut répondre à la question de la semaine. Et la question de la semaine, et le premier qui répond donc sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot d'Adèle Le LOSC remporte ces 2 places. S'il ne peut pas se déplacer, il nous le signale et ce sera donc dans ce cas-là le deuxième. La question, elle est simple. Dans les rencontres du derby cette année entre joueurs de première division, combien le LOSC a-t-il subi de défaites et quels sont les scores? Je vous laisse répondre. Le premier qui répond remporte les 2 places de Strasbourg. Deuxième partie de l'émission, on va y passer très très vite. Reims-Strasbourg, que doit-on en attendre? Je vous propose de reformuler un peu la question pour faire ce tour de table. On a 2 matchs dans la semaine, dont un premier à Reims, avec un effectif qui va être extrêmement modifié pour des raisons de suspension, de blessures, et notamment une défense qui va être complètement remodelé. Pour l'instant, les 2 options sont le retour d'Onana ou de Xheka en défense centrale, voire l'arrivée du jeune, c'est Lenny Yoro, si je ne dis pas de bêtises, Ouais, c'est ça. qui a 16 ans, qui pourrait être, sinon titularisé, en tout cas intégré dans le groupe. Alors, que pensez-vous de cette fin de saison? Que faut-il attendre de ces matchs? Est-ce que si mathématiquement le LOSC a encore une chance d'être européen, est-ce que vous pensez que c'est jouable ou pour vous les vacances sont déjà là ou il faut peut-être attendre la fin de semaine pour savoir si le LOSC est en vacances? Voilà, je vous laisse faire ce tour de table. Qui veut commencer? Gildas, je te sens très concentré sur le sujet. Et même si tu as déjà plus ou moins en début d'émission, tu nous avais déjà fait part de ton sentiment. Oui. Non, pour moi, la saison, elle est finie, elle est terminée. Parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de dynamique et qu'on est vraiment. On a toujours été irrégulier cette saison, mais il n'y a vraiment aucune dynamique. Et pour moi, la saison elle est finie. Donc, on va essayer de finir cette saison-là le mieux possible. Et en essayant de préparer l'année prochaine. Et puis, les joueurs hors de forme, il faut, même s'ils s'appellent David, même s'ils s'appellent. Mettons-les sur le côté et puis tentons des choses. Ça va être l'occasion. On va me dire que mathématiquement, rien n'est terminé, mais pour moi, il faut utiliser cette fin de saison pour faire des tests, pour essayer des choses, et déjà préparer la saison prochaine et oublier cette saison n'aura pas été, qui n'aura pas été réussie à part en Coupe d'Europe. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner, mais je crois pas du tout l'enchaînement des matchs nuls, la trilogie du néant, Metz, Saint-Étienne, Bordeaux, a fini de m'achever, surtout le match contre Bordeaux, là, qui prend des tôles contre tout le monde sauf contre nous. Bon, on va faire il faut construire une équipe à laquelle on peut s'identifier. Voilà, c'est vraiment ça l'important.
où il y a peut-être des mecs moins talentueux, moins de stars, mais où il y aura des mecs qui vont se donner. Moi, je veux des Sotoka, je veux des mecs comme ça. Ils vont au mastic, ils sont pas. Et puis, ben, c'est comme ça qu'on pourra vraiment redonner un souffle au LOSC, même si le projet, comme l'a dit, je crois que c'est Georges, effectivement, on navigue à vue. Mais c'est comme ça qu'on pourra repartir. Baptiste, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois encore à l'Europe ou pour toi c'est fini et il faut préparer la saison prochaine? Pour moi, il faut préparer la saison prochaine. Je ne vais pas dire on n'a pas trop chaud, même si, je dis pas, hein, même si la saison n'est pas finie, l'Europe est encore jouable, hein. Je rappelle qu'on est à 6 points de la 6 points de la sixième place exactement. Mais tout reste encore à jouer. Malheureusement, ça va être très compliqué quand même d'accrocher l'Europe quand on sait qu'on doit affronter encore le troisième, le quatrième et le cinquième qui sont respectivement Rennes, Nice et Strasbourg. Il y a aussi le sixième qu'on doit jouer, donc Monaco. Donc 4 rencontres sur 6 qui sont des adversaires, je vais dire, plus forts mathématiquement, en tout cas au niveau du podium. Donc ça va être très 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 compliqué. Il va falloir bien sûr tenter le tout pour le tout. Je pense qu'aujourd'hui on a plus rien à perdre. Maintenant il faut déjà commencer la saison prochaine. Donc ça commence avec, comme Gildas l'a dit, mettre David sur le banc. Merci. Voilà, David pour les travaux, mais c'est vrai que depuis janvier il n'est plus que l'ombre de lui-même. Commencer voilà, à faire rentrer aussi Timothy Weah de plus en plus, si ce n'est le mettre titulaire, Jeglova, Onana, Liadji, des mecs comme Wilson. ça, quoi. Tenter Liadji, Liadji les aussi, joueurs qui jouent ouais, pas, quoi. aussi. Donc ça pourrait être pas mal. Après, tenter aussi, pourquoi pas, un nouveau système, parce que c'est vrai que ce 4-4-2, il commence à se vieillir, etc. Et après, avoir une vraie identité de jeu aussi, du côté de Gourvenec, parce que j'ai l'impression, depuis deux matchs, j'ai l'impression que sa philosophie était celle qu'on avait à Guingamp. Alors, parce que c'est fait exprès ou pas, mais d'avoir énormément de centres. Je rappelle, voilà, le fois, on avait eu donc on te lance 17 ou 23 centres, je ne sais plus, mais c'est exceptionnel. Sachant qu'avec Guingamp, il était l'équipe la meilleure en centre d'Europe. Donc là, entre guillemets, ce qui remet sa philosophie, mais le problème, c'est qu'il faudra recruter des joueurs pour mettre la balle au fond. Avant, ils avaient un joueur comme Claudio Beauvu. Alors, Claudio Beauvu, c'est pas sexy, mais quand il y avait des centres, il la mettait au fond. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a Bourak et David qui n'en mettent pas au fond et qu'on est obligé de jouer avec Amadou Nana devant pour mettre des ballons au fond. Donc, il faudra, entre guillemets, préparer la saison prochaine et développer déjà sa philosophie, qui est peut-être, hein, pourquoi pas la bonne, de jouer vraiment sur les côtés. Mais dans ce cas-là, il faudra des bons latéraux qui savent centrer et surtout des buteurs qui savent marquer. Alors, Rémi, je te voyais réagir sur ce que disait Baptiste. Je C'est compléterai un ma... Liadji, non? C'est pas Liadji que tu as fait un mouvement de tête? je Moi, compléterai c'est je compléterai ma question. C'est est-ce que tu rejoins finalement ces deux premières analyses? Et surtout, est-ce que tu penses que finalement, pour devenir européen, il faudra passer devant Lens? Est-ce que maintenant, l'Europe, c'est pas vraiment un objectif qui n'est plus caché pour le RCL? Je pense que S va rester dans son, pour répondre à ta dernière question, mais je pense que S va rester dans son target de nous prenons ce que nous avons à prendre et Non, mais rendez-nous fiers. ça, c'est du Giroud, ça. C'est Ouais, mais ça tient la route parce qu'il l'a sorti, au regard du budget du RC Lens et des ambitions du début de saison, ça tient la route. Et je pense que s'il arrive à porter, au regard aussi du collectif, je veux dire, il n'y aura pas besoin de motiver les troupes si l'enjeu est là. Les mecs ont envie d'aller chercher quelque chose, ils savent que c'est la dernière saison où ils vont pouvoir jouer ensemble probablement. J'en ai parlé tout à l'heure avec les prochains départs. Donc, ils ont tous envie, j'en suis convaincu, d'avoir la cerise sur le gâteau et d'avoir une qualification européenne en fin de saison. Donc il n'y aura pas besoin d'afficher des ambitions. Je pense qu'elles sont déjà dans les têtes et il n'y a pas besoin de les matérialiser. Maintenant, je rigolais tout à l'heure à l'évocation de l'IAJ. Moi, j'ai eu la chance, hein, sachez-le, je l'avais dit sur l'époque, sur Twitter à l'époque, mais j'ai arbitré la réserve du LOSC et donc j'ai eu la chance de rencontrer le quatrième plus gros salaire du LOSC, hein, qui est gardien remplaçant avec l'équipe réserve. Il jouait? Ah non, gardien remplaçant. Oh, d'accord, il n'a pas joué. Ça aurait été un scoop de savoir qu'il avait joué un match avec Ah les non, Réserves. mais je peux te dire que, par contre, il était extrêmement bien coiffé. C'est le dernier à être sorti. Il À a ce prix-là, mettre son gel. Voilà. Mais j'ai été surpris d'apprendre que c'était le quatrième plus gros salaire du LOSC. Enfin, tu vois, cette gestion de. Je rigole avec Karnésis, mais tu peux rigoler avec Liadji. Enfin, c'est pareil, c'est des mecs. Liadji, pour moi, c'est un sketch. C'est un sketch depuis qu'il est à l'OM. Son transfert, c'est un sketch. Et sa gestion, enfin, son passage à Lille,
enfin, c'est la mentalité du mec que j'ai rencontré aussi, puisque je l'ai arbitré, il a joué avec la réserve en début de saison. Enfin, tu sais, c'est ce genre de mec. Moi, c'est pareil. Il y avait un joueur à Lens que je fais le parallèle entre deux joueurs, Liadji et Mounir Chouillard. Je ne sais pas si ça vous parle. Ah ouais, on voit bien. Mais c'est les mêmes. Tu sais, c'est typiquement ce genre de joueurs. Ils sont en train de jouer, ils loupent une passe. Leur premier réflexe, c'est de regarder en tribune leurs proches qui sont là en tribune et dire ouais, t'as vu comme ils sont nuls, quoi. Genre, c'est jamais de leur faute. Et Liadji, pour moi, l'avenir du LOSC, il passe pas par ce type de joueur, hein. Après, vous avez des. Tu vois le petit cœur de Baptiste qui est en train de saigner ou pas quand tu dis ça? Ouais, il aimait bien Liadji. Oh là là C'est là pas bien. là. Il est même liadjiste, hein. Il est liadjiste de Liadjiste, père en fils. Mais c'est dommage parce que je pense que même c'est une belle promesse sur le papier, mais il faut l'oublier. Là, enfin, c'est pas anodin s'il joue pas depuis le début de saison, s'il fait des bouts de match, s'il y a une mentalité à la Ben Arfa, voilà, il faut oublier ce genre de mec si tu veux construire un projet. Et tu vois, on revient sur le Racing Club de Lens. La première décision de Pouille, ça a été de virer Mounir Chouillard, hein, quand bien même il était apprécié par les supporters de Lens, hein, à l'époque, hein, parce que c'était la pépite du centre de formation, c'était le futur Zidane. Il est où maintenant? Je sais pas, il est en Grèce, en troisième division grecque. Et tout le monde s'en fout. Parce que maintenant, tu as des mecs qui ils sont allés chercher Klaus, ils sont allés chercher Sotoka qui jouait en D2 allemande ou à Grenoble pour construire aujourd'hui ce qu'on a là. Et pour moi, le renouveau du LOSC passera, et je rejoins ce que Georges a dit tout à l'heure, j'ai trouvé ça très pertinent, par le fait de remettre l'institution en avant. C'est-à-dire que tu rentres dans un projet, tu rentres dans un club qui a une histoire. Et c'est ça aussi où il y a Olivier qui l'avait mis en commentaire sur les réseaux, et je suis assez d'accord avec lui. Si je reprends l'histoire du Racing Club Lens, ça fait 10 ans que les Lens bouffaient de la merde, hein. Je veux dire, nous, on s'est tapé des Zoubir et des Abdelhafid Gérard, des 14 nationalités en Ligue 2. On ne voyait plus le bout du tunnel. Donc, ça marche par cycle. Là, Lens est dans un excellent cycle. Et il y a même cette crainte des supporters lensois de se dire qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va perdre de gros joueurs, où en sera le cycle. Ben, Lille, ça va être pareil. Et Lille a la chance d'avoir des fondations et des reins solides. Et je suis convaincu que ce cycle se réenclenchera. Mais à mon sens, il va falloir attendre 2-3 ans et une clarification de l'investisseur pour revoir un LOSC compétitif. Tu ne peux pas reconstruire une équipe en claquant des doigts, en ayant des moyens limités comme le LOSC aujourd'hui, hein. Alors, au risque de faire saigner encore plus le cœur de notre liadjiste favori, je voudrais rappeler qu'il y a quand même deux personnes qui sont d'accord avec cette analyse. C'est Jocelyn Gourvenec et Christophe Galtier qui ne le faisaient jamais jouer en tant que titulaire, hein. Donc, il y a certainement une raison à ça. Julien, je vais te passer la parole pour finalement cette petite question. Est-ce que tu crois à l'Europe? Est-ce que tu n'y crois plus? Et je vais même rajouter une option. Est-ce que tu crois pas que finalement, s'il n'y a pas d'Europe, ce serait peut-être mieux pour préparer dans ce fameux projet avec un nouveau groupe l'année prochaine, dans une saison qui va être cruciale, avec, je le rappelle, 4 descentes en Ligue 2? Je sais pas si c'est mieux. On a tellement été habitué à jouer l'Europe qu'on a envie d'y retourner tous les ans. C'est quand même quelque chose d'addictif que 2-3 fois dans l'année, de partir à l'étranger, de voir des beaux stades, de rencontrer des beaux clubs. Tu vois, il y a Rémi qui est là. C'est un peu déplacé après toutes les compétitions européennes qu'on a faites depuis 15 ans de dire « Ouais, non, l'Europe, ça va, on s'en fout. » Non, on s'en fout pas. Moi, je te rassure, on oublie vite, hein, aussi, hein. La dernière fois, c'était quoi? 2003 chez vous? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, je crois. J'ai discuté hier avec Non, Olivier il y a Brochard. eu plus tard. 2005, 2006, Non, je crois pas. je pense. Non, il y a même l'année où ils descendent, ils jouent l'Intertoto, ils se font sortir par Copenhague en 2008. Oui, absolument, mais oui. Et en fin de saison, ils étaient sur le podium à la dernière journée, ils vont jouer 3 qui étaient Et c'est le début de la fin. rouge et condamnés. Et ils prennent un 3-0 là-bas avec une expulsion de Ramos, le match catastrophe. Et ils passent de la qualification directe de la Ligue des Champions à la place en Intertoto où ils se font éliminer par Copenhague. On a bien informé, Georges, hein. Ah, tu vois. Moi, je voulais vous donner une stat que m'a donnée Olivier Brochard hier sur Fréquence Nord. France Bleu, pardon, on est vieux, on ne se refait pas. C'est que au premier match européen du LOSC, donc le fameux match contre Parme, le RC Lens avait 80 matchs à son actif. Aujourd'hui, Lille est à 130 matchs européens
Et je pense que le RC Lens doit être à peine à 100. Enfin, je n'ai pas le chiffre précis en tête. Rémi, tu le connais peut-être Non, 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 non. je ne l'ai pas, mais ça n'a pas Georges, bougé non. beaucoup, hein. Non, non, non. Ouais. Alors, Georges, à l'unité près, tu dois avoir le nombre de matchs de Lens, non? Non. on va peut-être s'adresser à C'est Monsieur son Big côté Data. Rainman, tu sais. Alors, Il apprend les chiffres par cœur. Julien, tu as Même fini pas. d'intervenir sur le sujet? Ben non, j'ai rien dit encore. C'est pour ça que je te trouve extrêmement peu Vous me laissez dissert pas ce soir. parler. Vas-y, Julien, continue. Non, simplement, d'abord, je vais rebondir sur ce que disait Baptiste quand il parlait de philosophie du jeu de Galtier. Je pensais à je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Et je trouve que la chanson d'Amel Bent se prête très bien à Gourvenec. Donc ça, c'est le premier point. Pour atteindre On l'Europe, me l'a je pense- chanté. ouais, pour atteindre l'Europe, à ce moment de la saison, je pense qu'il faut le vouloir. Il faut le vouloir fort. Et je pense que Lens le veut plus fort que nous. Je pense que Rennes le veut plus fort que nous. Je pense que Nice le veut plus fort que nous. Je pense que Strasbourg avec Stéphane le veut plus fort que nous. Et je pense que Monaco, avec des joueurs très talentueux qui semblent enfin se retrouver autour de leur nouvel entraîneur Clément, le veut plus fort que nous. Et si je prends juste le prochain match, on a Bourak et Diallo qui sont suspendus. On a Botman toujours blessé. Je pense que Sheka, malheureusement, sera encore blessé parce qu'il a vraiment pris cher samedi. Si c'est le cas, il n'y aura pas vraiment d'autre choix que de jouer avec un joueur de 16 ans, défense centrale. Et j'ai écouté la conférence de presse de José Fonté ce midi. Et franchement, il laisse assez peu de doutes sur le fait qu'il est prêt à jouer avec Lenny Yoro en défense centrale. Et il dit qu'il le sent très prêt et qu'il est prêt à l'épauler pour faire son premier match en Ligue 1. Donc, je pense qu'on aura un joueur de 16 ans en défense centrale demain. Et c'est peut-être pas plus mal. Alors, ce qui est terrible, c'est de constater qu'il n'a que 16 ans, qu'on devrait être en train de jouer avec des joueurs de 18, 19 ans ou des joueurs comme Pereira da Costa à Lens et que cette génération-là, Lopez l'a sacrifié. C'est une génération qui n'existe pas chez nous. Donc, on a un trou générationnel de 3-4 années, ce qui nous oblige, et ça recroise les différentes émissions qu'on a eues et avec Patrick Robert et avec Stéphane Elbeck sur la formation, qui nous annoncent en effet que les Et jeunes avec Jean-Michel Van Damme. et avec Jean-Michel Van Damme, excuse-moi, qui nous ont confirmé qu'aujourd'hui, les talents du LOSC avaient 15 et 16 ans et pas 18 ou 19 ans. Donc, ça peut être dès demain un motif d'espoir de voir Lenny Yoro tenir à peu près la baraque. Moi, je l'ai vu qu'à un entraînement, c'était ce fameux entraînement de fin de saison, de fin d'année, pardon, ouvert au public. Je l'ai trouvé très fort. Il avait encore que 15 ans à l'époque. Il m'a fait très forte impression parce qu'il n'y a pas un centre qui est arrivé sur les attaquants plus âgés que lui, je vais dire, parce qu'il a tout pris de la tête. Il a été monstrueux. Il est très grand, hein, Lenny Yoro. Donc, s'il fait ce match-là demain et qu'il prend tous les ballons de la tête, ce sera formidable. Mais non, je pense qu'on n'a pas le mental pour y aller. Le physique, il est en chute libre, parce que bon, c'est ce que j'ai commencé par dire ça tout à l'heure. J'ai vraiment le sentiment que les joueurs sont extrêmement fatigués. Et tout ça fait que je ne nous vois pas nous qualifier pour l'Europe, même si j'en ai envie, pour répondre à ta question, François. J'en ai très, très, très envie. Et je pense que même avec des jeunes joueurs, de toute façon, on ne jouera pas la CL. Faire des tours dans la nouvelle compétition européenne, un peu comme Marseille. Au contraire, je pense que ça peut être très formateur pour des jeunes joueurs. Et j'aimerais qu'on y aille, mais malheureusement, je n'y crois plus. Équipe fatiguée et en fin de cycle surtout. La fin de saison, ça va être gérer cette fin de cycle. Donc, ça ne pousse pas à l'optimisme. Georges, ça va être à toi de conclure. Tu devines la question que je vais te poser. Je te laisse nous donner ton avis sur le sujet. Alors, l'Europe, c'est très compliqué parce qu'on évoquait l'idée que mathématiquement c'est possible. Il y a beaucoup d'équipes intercalées. Donc ça, déjà, ça veut dire, c'est un peu le syndrome du peloton Tour de France, quoi. Il y a des joueurs à passer, il y a des équipes à passer. Donc ça, par-delà l'aspect point, c'est compliqué de se dire quand même qu'il y a 4 ou 5 équipes à passer. Comme le disait Julien, des équipes qui, elles, sont très mobilisées en pleine bourre. Donc, moi, pour répondre un petit peu, il y a un auditeur qui avait laissé comme message, non, les 6 derniers matchs, il faut les jouer à fond. Je pense que quoi de mieux pour les jouer à fond, justement, qu'un renouvellement, qu'avoir des joueurs qui ont faim, qui sont peut-être un petit peu moins talentueux, mais qui ne sont pas concernés par cette fin de cycle, et qui
pourrait se dire qu'éventuellement, il y a un challenge, aussi désespéré soit-il, un challenge de qualification européenne à tenter. Donc, pour moi, l'un vaut l'autre. Je veux dire, justement, amener un nouveau cycle, préparer des nouveaux jeunes, c'est une chance infime à laquelle je crois très peu, mais je crois que c'est encore la meilleure chance qu'on ait d'obtenir cet exploit parce que on voit clairement, je pense que le match de Lens n'a peut-être pas sonné le glas de la saison de façon globale, mais il a sonné le glas de cette équipe en tout cas. Donc ça veut dire que tu fais jouer systématiquement Wea, Zegrova, Diallo et Gudmundsson. Par exemple, ouais. Systématiquement titulaire sur tous les prochains matchs. Bah oui. Eliadji Ouais, non, mais après, rien n'empêche d'avoir un truc composite. Tu peux pas passer outre. Mais je pense qu'il y a des joueurs clairement qui n'y sont plus. Il y a un collectif qui. Alors évidemment, la reconstruction sur 5-6 matchs n'est pas possible, mais au moins, je pense que tu parlais de ce gamin de 16 ans. Quoi de mieux pour lui mettre le pied à l'étrier qu'un match où finalement la pression sera moindre, puisqu'on sait que l'Europe s'éloigne. Dans un match à Reims qui sera peut-être un petit peu moins compliqué, sur lequel on essaiera de leur mettre un peu moins de pression, c'est peut-être un bon débarrage. Ce que je veux dire, de toute façon, la chance de qualification dans un cas comme dans l'autre, elle est infime. Mais peut-être que le seul coup qui a tenté à jouer, c'est dès maintenant prôner un renouvellement et en effet prioriser les quelques joueurs que tu as cités. Je ne sais pas où sera Angel Gomez aussi la saison prochaine. Oui, c'est vrai, il y a lui. Ouais. Voilà, sachant qu'en plus, moi, je repense à un gars comme Angel Gomez parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui s'est pas beaucoup affirmé dans la saison, mais peut-être aussi, et c'est là qu'on évoque, tu sais, la génération montante, t'évoquais le fait que les 18-19 étaient sacrifiés, peut-être aussi pour oublier qu'on a été champion de France avec une équipe de gamins, quoi. Botman, le vieux briscard, il a 21 ans. T'as l'impression de le voir jouer comme un taulier qu'il est depuis 10 ans sur les stades d'Europe, il a 21 ans, c'est un monde, il a l'âge de mon fils, quoi. Et Diallo, c'est pareil. Et Diallo, c'est la même chose. Sanchez, c'est à peine plus âgé. Donc forcément, je pense, je me mets à la place d'Angel Gomez ou d'autres qui sont arrivés cette saison dans cette équipe. Prendre une place là-dedans et avoir un capital confiance à un moment où les autres sont les tauliers, sont là. On a vu, par exemple, la cohabitation pour un gars comme Gomez avec Bourak qui était un petit peu compliqué. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match contre Wolfsburg où, à un moment, Bourak le bouscule complètement, lui disant « t'as rien à foutre là ». C'est quand même un truc super violent. Je pense que genre crise de confiance, c'est exactement ce qu'il faut. Peut-être que maintenant, on va commencer à leur donner les clés, ça peut être intéressant. De toute façon, je crois que c'est la seule solution et c'est le salut pour vraiment préparer la saison à venir. Bon, en tout cas, sur les réseaux sociaux, les avis sont également extrêmement mitigés, hein. Certains disent qu'il faut quand même jouer les coups à fond, mais beaucoup parlent d'absence, on ne mérite pas de se qualifier. Mathématiquement, Capenoul nous dit ce n'est pas perdu, mais mentalement, c'est foutu. Alors, c'est l'occasion de vous donner aussi les résultats du jeu concours. Alors, on a quelques réponses d'internautes qui nous ont répondu 3 défaites. Pour eux, j'ai une très mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas Rémi qui donne les réponses ou qui valide les réponses, c'est moi. Donc, la bonne réponse a été donnée en premier par Capenoul. C'est bien 2 défaites, donc avec une défaite 1-0 là-bas et 2-1 au stade Pierre-Mauroy. Capenoul étant un habitué des bonnes réponses, mais habitant très loin, je pense, sauf s'il me dit le contraire, qu'il laisse ses places au second, et le second serait, dans cette hypothèse, Igor Graham-Bien, qui a donné en deuxième, finalement, la bonne réponse, même si on ne regardera pas les résultats qu'il nous a donnés. Donc, c'est le moment de conclure cette émission. On a été très long sur la première partie, mais c'était vraiment le sujet du jour. Donc, je voulais remercier tous les internautes qui étaient très nombreux ce soir. Les débats étaient très tranchés, très, très clivants presque. À un moment, il y a eu un peu d'énervement. Enfin, c'était très tendu également sur les réseaux sociaux. Donc, merci en tout cas aux internautes de votre confiance et de votre présence ce soir. Merci au pilier du bistrot. Merci Georges pour tes interventions. Il vous en prie. Merci Julien des Dogs de Paris. Merci et merci à Rémi. Finalement, on a réussi à faire une émission avec Alençon en souriant et sans trop souffrir de ce match de samedi.
Merci à Gildas pour son brillant retour. Merci François. Le contenu était très riche et les interventions très intéressantes. Donc merci à tous. Merci à Baptiste pour son appui envers notre Liadji national. Il en a besoin. Il en a perdu la voix. Il en a perdu la voix. Un commentaire? Non? Non, le micro. Je tente de la récupérer, mais c'est Liadji qui me laisse sans voix. Bon, merci beaucoup. Merci Rémi. Merci de ta présence. J'espère que tu as passé un bon moment à nous voir au bord de la dépression. Le contexte est quand même très favorable à ma venue, mais je vous garantis que sur un autre contexte, je viendrai avec le même plaisir. C'était vraiment, je prends toujours plaisir à venir vous voir. C'est cool. Ok, en tout cas, merci de ta visite et merci de tes analyses qui sont effectivement très brillantes et très précieuses. On t'accueille bien volontiers au bistrot d'Allez-le-Losc. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne semaine lossiste, entre guillemets, avec ces 2 rendez-vous, donc à Reims et contre Strasbourg, donc dimanche. Donc, bien évidemment, je vous propose que tous ensemble, Rémi, tu peux en être dispensé, nous lançons notre petite guerre qui est Allez le LOSC. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, mardi prochain, où on aura un invité, ça reste à confirmer, qui devrait vous intéresser, qui devrait susciter énormément de questions. Quel teasing un indice dans l'émission, réécoutez l'émission, il y a un indice dans l'émission. Exact. Marcelo Bielsa qui viendra expliquer. Oui, non, parce que là, il faudrait 3 heures d'émission pour qu'on puisse commencer à comprendre quelque chose. Donc voilà, donc merci beaucoup, merci de votre confiance, merci de votre participation. N'oubliez pas, l'émission va être en replay sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Bye.